live ici, j'ai touché dedans dans le PC, mais c'est reparti normalement. Voilà. C'est reparti. On est relâché. Voilà. Partie 2, le On est TDD. relâché. tous. Oh, voilà, transition d'une violence. Et sans transition, Laurent, le TDD. Alors, j'ai presque envie d'attaquer le sujet du TDD parce que je pense que tu es plus calé que moi là-dessus Ouais. et tu vas corriger toute. En fait, ma vision du TDD est partie de la théorie, ça me fait chier. Donc, du coup, ça a été largement tordu, je pense, pour entrer dans. C'est comme tous les process qu'on voit, on se dit, bon, on va faire un peu un truc comme on veut parce qu'on se croit plus malin que les autres. Et, à peu près. Quand on se rend compte que notre façon marche pas bien, on fait comme En ça. fait, c'est de la merde. En fait, pour moi, le TDD, c'est intéressant. Pourquoi le TDD, c'est de dire maintenant, je suis face à ma fonctionnalité et je dois me forcer. Est-ce qu'on peut juste dire déjà ce que ça veut dire TDD? Pardon, excusez-moi. Non, mais juste peut-être. Alors, Le test, Driven, je crois qu'on dit driven, non, malheureusement. le test driven développement, Excellent, test driven développement. Donc, ce qui signifie en français, le développement. dirigé par les tests. il est bien. Je m'attendais à ce qu'il machin conduit par les tests, ce qui avait une certaine image sympathique. Effectivement, le but c'est que les tests viennent guider le développement. Donc si on part déjà de ce principe-là, là on va par contre parler, tu me coupes à la fin, tu prends des notes sur toutes les conneries que je vais dire, Oh, putain, mais vas-y, sors-moi quoi. sors-moi un papier. Non, c'est bon. Là, je me dis, ça c'est tout ce qui est test unitaire, c'est-à-dire que dès que je vais vouloir développer une fonction, je vais me dire, ce truc-là il va devoir faire ça. En exemple, j'ai besoin d'ajouter un livre, donc je vais ouvrir un contrôleur qui est un bout contrôleur, et là-dedans je vais dire, bon toi, ton job c'est de récupérer un payload et de l'envoyer au service. Test unitaire, c'est je récupère ça en entrée, je vérifie que ce truc-là que j'ai en entrée, il est bien envoyé dans cette méthode là. Enfin, rien d'autre pour l'instant, donc là c'est fait. Ensuite, mon service, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le valider. Donc là, je vais commencer à jouer avec, à me dire, quand j'ajoute un bouquin, s'il n'a pas de livre, j'envoie une erreur. J'ai écrit mon premier test, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, si tu te forces à l'écrire, donc ça rejoint les points qu'on donnait tout à l'heure, c'est déjà, tu vas réfléchir à ta fonctionnalité autrement que quand tu vas dire, je lance mon front, je lance mon back, je fais un formulaire, j'envoie la méthode, il est dans la base, c'est bon, c'est réglé. Parce qu'on a tous ce truc-là de dès que tu vois un truc qui marche à peu près, ça passe en validation. Et quand tu fais mumuse avec, ça... Voilà. Et sauf que là, quand tu fais du test, du TDD, tu vas être obligé de jouer avec parce que tu vas dire, ah mais ça j'y ai pas pensé. Alors au début tu vas dire, non moi je suis un malin, je sais que je vais aller vite le TDD, j'y pense pas, les gens de toute façon, enfin, moi je vais y arriver. Et après, tu te rends compte que tu vas renvoyer parce que t'as pas géré le nul, t'as oublié que ce champ-là il est requis, du coup si ça j'arrive à l'ajouter après dans ma liste ça va péter parce que, etc. 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 Et le fait de forcer les gens à réfléchir à qu'est-ce qu'elle doit faire ta fonction, ça te permet non seulement d'avoir des choses qui sont généralement de meilleure qualité, ça guide ton développement, ça t'évite de partir dans des plats de spaghettis où tu réfléchis pas et t'arrives au final sur un truc où tu dis c'est cool ça marche mais on va pouvoir recommencer parce qu'une fonction elle fait 150 lignes et elle est imbitable. Et ça force une organisation, et il y a un truc que ça force, et c'est généralement ça que les gens n'aiment pas, c'est que tu es obligé de réfléchir avant. Et après, tu as la réflexion de non, mais j'essaye et je verrai bien ce que ça donne. Non, si tu sais pas là tout de suite comment tu dois commencer, tu peux être sûr qu'à 80%, tu vas commencer à faire un truc, tu vas te planter, et soit tu vas t'en rendre compte et tu vas recommencer, donc de toute façon, là, tu auras perdu du temps pour rien. Mais prendre 10 minutes à te dire bon, ça doit faire quoi, et si tu dis bah je sais pas, c'est que ta carte elle est pas claire, c'est ce que tu as à faire, c'est pas clair. Et à ce moment-là, bah, c'est qu'il faut poser la question. Donc pour moi, le TDD aujourd'hui, quand tu développes une API, c'est indispensable. Accessoirement, ça a aussi l'avantage de je développe un truc, je dis ça doit faire ça, 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 ça. Demain, il y a Jean-Michel qui commence à développer un truc, il casse quelque chose. C'est sa faute à lui, parce que moi j'ai testé, moi j'ai cadré, donc il n'avait qu'à pas toucher à ça. Et j'ai prouvé que ce que j'ai fait, ça marche. Et j'ai gravé un fonctionnement dans le marbre qui doit dire quand je fais ça, ça doit faire ça en sortie. Si quelqu'un fait autre chose, bah, il faut se poser la question est-ce que les specs ont changé, ce qui est possible, ce qui peut expliquer pourquoi un test pète. Ou alors, tu avais un truc par en tête quand tu as rajouté ton truc, et du coup, ça a tout pété. Voilà mon avis sur le TDD. Donc pour moi, aujourd'hui, le TDD, c'est absolument indispensable parce que, à moins de faire une application avec un objectif, on va faire simple, hein, tu as un truc, un projet d'été, ça dure 2 mois, tu sais qu'après le truc il est à la poubelle, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, tu vas pas t'embêter à mettre un truc en place parce que l'objectif c'est de développer propre, et développer propre ça sert à quoi? Ça sert à se faire plaisir parce que tu vois, c'est bon pour la gloire de dire regardez comme je développe propre, mais surtout l'an prochain parce que tout le monde s'est déjà fait la remarque, tu reprends ton code il y a un an, t'as envie de vomir. Voilà. Et là, au moins, tu as cadré le truc. Donc, si tu veux refactor, tu dis j'ai des tests qui prouvent ça doit fonctionner comme ça, je refactor. Si ça passe, c'est que j'ai rien cassé. Et aujourd'hui, quand je change un truc sur une application, si les tests passent, je pars du principe que j'ai rien pété. Et si toi, t'as pas testé ta fonctionnalité, c'est ta faute. Et ça te donne un confort de développement, et surtout les livraisons, tu peux les faire les vendredis soirs sans souci. J'ai exagéré là, peut-être. On fait ça demain. Je suis en congé, tu peux y aller. J'y reviens. Ouais, j'aime bien, il y a un truc, et il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette phrase, mais les tests ce sont les specs.
Et en fait, je suis assez d'accord. tu es assez d'accord que c'est la phrase ou que les gens n'aiment pas? Non, je suis assez d'accord sur le principe parce que c'est des specs, parce que tu dis Ouais. ma fonction elle doit Ouais, faire c'est ça. Et C'est quand ça. je mets ça dedans, il y a ça qui sort. Sauf si c'est une voile. Je la chope pas là-dessus. Sauf si c'est drôle, bah, tu peux toujours tester que ça renvoie quelque chose. Ah non, c'est vrai. Bah, ça renvoie rien. Oh, ça fait rien, dis donc. Non, l'intérêt surtout du TDD, je vais l'élargir un tout petit peu. Donc, si on l'entend bien, le TDD, c'est j'écris plutôt mes tests avant d'écrire mon code. Parce que j'ai déjà écrit des classes. Ah, je me dis, ouais, je vais quand même mettre une petite couverture de test. Donc, je lis mon code. Bon, bah là, il y a un if. Bah, fatalement, j'ai un if else. Donc, soit je passe dedans, soit. Bah, je vais écrire un test qui va une fois passer avec la condition qui est vraie, une fois un test qui passe dans la condition qui est fausse. Et en fait, en lisant mon code, je suis un peu biaisé parce que j'écris des tests qui testent que mon code fait ce qu'il fait. Ouais, ok, oui, ça me donne une couverture de sécurité si je fais du refactoring, certes. L'avantage du TDD, c'est que comme Laurent l'a dit, je réfléchis avant à ce que je veux que ma classe fasse et je code après. Okay. Donc l'idée du TDD, c'est vraiment mettre ces tests avant. Et en fait, si on prend un monde idéal où on a des superbes cartes, si on rentre un peu dans l'agilité, ouais, c'est pas toujours facile. Dans la carte, on va effectivement normalement on va pas parler de carte. Je parlais de feature. Quand tu dis une feature, ok, j'ajoute un bouquin, je veux gérer des bouquins. Un bouquin, ça a un nom et c'est obligatoire. Ça a un code EAN et le code EAN, il a ce format. Donc là, j'ai déjà 2 tests en fait qui viennent dans la tête parce que je lis la carte. La test, le bouquin, il a un titre. Bon bah ok, je sais que je vais devoir tester que qui gère la validation du bouquin doivent gérer que si je passe un titre nul ou undefined, la chaîne de caractères vide, c'est pas bon. Okay. La deuxième chose, et je ne m'en rappelle plus, si quand vous montez en fait, quand on monte dans des équipes plus grandes, hein, Laurent tu parlais de quelqu'un qui gère une feature de bout en bout, on tend vraiment vers ce qu'on appelle des développeurs full stack, parce que c'est vraiment agréable, parce que si tu peux toucher à toutes les étapes, tu ne mets plus de dépendance entre 2 développeurs. Le TDD est aussi utilisé dans l'extreme programming pour amener encore plus de qualité. On a déjà amené de la qualité en réfléchissant par rapport au spec qu'on nous donne et en ayant ce chemin de comment je me débouche en plus. Donc là déjà, je sors du code qui est déjà de meilleure qualité que si j'y vais à l'arrache et je me ponds une fonction de 600 lignes qui fait le truc. On est d'accord. Normalement, tu as déjà plus de qualité. Et l'autre temps, c'est qu'on peut, à certains moments, dans des grandes équipes, et ça se fait, faire du pair programming. Et à ce moment-là, il y en a un qui lit les specs et qui écrit les tests, et il y a une autre personne qui code. Pourquoi? Là, on essaye d'éviter le biais de je sais comment mon code est écrit, donc je sais comment le tester. Mais de toute façon, si tu fais du TDD et que tu écris ton code, ton test avant ton code, t'as pas ce biais-là. Normalement, t'as pas ce biais-là. Après, justement, quand tu dis je vois mon code et du coup je teste comme ça, c'est un gros problème avec le code coverage, et ça je pense qu'on sera d'accord. Le code coverage, si c'est 0%, tu sais que ton code c'est de la merde, c'est pas testé. Ça y a pas de sujet. Mais 100%, c'est loin de vouloir dire que c'est bon. Parce que faire un test juste pour dire oh bah cette ligne-là elle est pas testée, du coup tu vas fabriquer un test juste pour dire passe par là, mais à la limite le résultat on s'en fout, c'est pas intelligent. Et du coup ça c'est du test que tu fais de façon rétroactive pour essayer juste de gratter, de te dire bon mon truc il est testé à 100%, mais c'est bon. On peut définir le code coverage. Le code coverage c'est une métrique, donc c'est un nombre qui va sortir qu'on peut récupérer avec les outils de test automatique qui vont faire la comparaison, qui vont exécuter tous les tests et qui vont regarder ta base de code, tes lignes de code et vérifier si une code elle a été utilisée pendant les tests. Ça ne dit pas la ligne de code fait ce qu'elle fait. L'exemple que je prends d'habitude, c'est j'ai une fonction qui fait une division. Oui. Je lui envoie, vérifie-moi 2 divisé par 2, ça fait bien 1. Tu fais ça, tu fais ce test, tu fais assert 2 divisé par 2 égale 1, ok c'est bon. Couverture 100% parce que tu as littéralement dit, donc mon code est par terre. Et si je fais 2 divisé par 0, ton truc il est par terre. Donc couvert à 100%, ça veut pas dire que ça marche dans tous les cas. Il y avait une remarque de Monsieur Timmy pour éviter ce biais. On peut faire des tests en mode boîte noire par quelqu'un d'autre que le dev. Et c'est là où pour moi le côté boîte noire, il est induit par le test Cypress ou end-to-end. Parce que quelqu'un qui va tester une application end-to-end, il n'en a rien à faire de comment c'est fait derrière. Et ça, je trouve ça vachement plus intéressant aussi. C'est là où c'est vraiment un complément par rapport au travail du développeur qui va construire sa fonction, faire des tests les uns après les autres pour avoir un truc. Ok, moi j'ai bien vérifié ce que j'ai fait. Et le end-to-end derrière, il vient te dire voilà, je balaye et je fais ça sans avoir aucune idée de comment c'est fait derrière. On vient de voir que ça charge. Marvin, on est bon sur la qualité. La qualité sur le stream, tout le monde, ça va? Votre retour, il vient de friser un peu.
Ça a l'air d'aller. Tout bien. Et alors, je connais des pros du pair programming et il y en a un à cette table. Ne me considérant pas comme un pro du pair programming, je pense. C'est Hugo. Voilà. Ouais, donc on était sur ce sujet du TDD, du pair programming. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Il y avait 3 lois dans le TDD. Est-ce que tu les connais par cœur, les 3 lois du TDD? Toi qui écoutes des podcasts. Là, je lance un truc, je suis pas sûr de réussir à moi. Non, vas-y, c'est les 3. Non, vas-y. On n'a aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est les 3. Non, je crois que c'est plutôt. Ben, c'est la façon d'écrire mes textes. Arrange, acta, cert. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était Donc j'ai un autre sujet. Les trois. Quelqu'un d'autre a un sujet qui veut balancer comme ça? Les 3 lois du La régie. TDD. Les 3 lois, c'est tu n'as pas le droit d'écrire de code de production tant que tu n'as pas un test qui pète en face. Ouais. Donc un test qui pète, ça peut dire soit il ne fonctionne pas, soit il ne compile pas. Ouais. Tu ne peux écrire qu'un seul test à la fois. Donc tu n'as pas le droit d'écrire 10 tests en avance et ensuite commencer à développer. Ouais. Ça, j'ai compris que plus tard l'intérêt de ce truc-là. C'est vrai que tu peux pas. Quel est ton problème? La régie veut intervenir? C'est bon. Tu peux lâcher un ta gueule à la régie ou pas? Non. Alors, Non, mais arrêtez les micros, la caméra filme, hein. Les micros vont commencer. Et la 3e règle, c'était tu n'as pas le droit d'écrire plus de code que ce qui répond strictement à ton test. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, la 2e règle qui te dit tu n'as pas le droit d'écrire plus en plusieurs à la fois, c'est con, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire, j'écris mon test et je remplis après. Sauf que quand tu fais ça, tu commences à anticiper des trucs, là où TDD justement t'empêche d'anticiper. Et quand tu vas écrire les choses pas à pas, tu vas dire ah bah ça je peux les facteurs, ça je peux le faire autrement, etc. T'évites l'over-engineering aussi. pour voir ce que je dis quand tu testes le cas de. Quand j'ajoute mon bouquin avec un titre, bah, le titre est bien, et puis quand j'ajoute un bouquin avec un titre annulé, bah ça me pète. Ouais. J'ai du mal à voir comment tu peux tester. En gros, tu anticipes et t'écris tes méthodes à l'avance, Ouais, en mais disant deuxième- c'est bon, c'est parti. Ouais, mais du coup c'est compliqué parce que je ne ferai pas du TDD là-dessus sur la deuxième méthode. Ton bout de code sera déjà écrit, celui qui. Ah non. Alors, gestion c'est- d'erreur, c'est- ça c'est- Dépend, parce que ça peut être une règle de gestion qui est quand même déjà gérée par le code déjà écrit. Et c'est là où j'avais eu le cas, c'est que j'ai écrit 10 tests et en fait, bah, sur les 10 tests, il y en a 5 qui étaient déjà couverts par des tests précédents. Où ça réagissait déjà comme je voulais. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que tu as la méthode puriste, effectivement, tu peux écrire un test et tu sais que avant d'utiliser ta variable, tu fais un if différent de nul parce que tu es quelqu'un qui fait du code défensif. Et puis quand tu refais ton test, tu écris ton test, si je passe nul, tu vois que ton test il pète pas parce que c'est déjà géré. Ok, la méthode puriste dit, tu n'aurais pas dû écrire le if Ouais. au moment de ton premier test. Ton Ouais, if il aurait dû ouais, venir. c'est méchant. Après, Mais bon, ok. c'est là où tu fais des entorses. Voilà, un peu est-ce avec, qu'on fait de l'art au sens pur de l'artisanat ou bien est-ce qu'à un moment on fait du développement et il faut mettre le curseur au bon endroit, hein. Ça, Pour c'est- moi, ça, ce qui est c'est important, c'est de savoir le faire de façon abusée et excessive. Oui. Parce qu'une fois que tu sais le faire comme ça, Oui. il y a des raccourcis que tu t'autorises. Oui. Tu as 3 paramètres, tu vérifies que les 3 sont pas nuls. Bon, je vais pas me faire 3 tests pour vérifier que les 3 sont pas nuls. Désolé. Peut-être en faire un qui vérifie tout. Et... Mais bon, dans la théorie, tu devrais pas l'écrire comme ça. Mais à un moment, il y a aussi une contrainte qui est, il y a des temps, et voilà. Donc à un moment, il y a un curseur, comme dit, à trouver. Tu fais ton test au début, et bon, voilà, c'est réglé. On a eu le temps de faire du copier-coller partout dans tes tests, on essaie d'utiliser un minimum, parce que c'est un problème qui est assez récurrent. Et je voudrais bien, sur les 3 règles que tu disais, on avait une petite règle dans ma précédente boîte, c'est du cycle. Donc j'écris un test, première chose, j'écris un test, il casse. Comme dit Laurent, ça compile pas ou le test échoue. Deuxième chose que je fais, donc j'écris le test, je fais le passer, on utilise, tu peux pas écrire de code, etc., etc. Il y a un autre truc qu'on peut faire à ce moment-là pour faire, là on va plutôt vers le côté de ce qu'on appelle le clean code, c'est que avant de committer, puisque j'ai un test ou une batterie de tests, puisque imaginons que je suis au milieu de mon développement de ma classe, j'ai déjà toute une batterie de tests, j'ai bien d'écrire un nouveau test, j'ai écrit la fonction, ça passe. Avant de committer, je peux me permettre une passe de refactoring. Je fais un mini refactoring parce que je fais du refactoring continu. Je regarde si dans mon code, j'ai pas du duplicat dans ma classe, je regarde si j'ai pas du duplicat dans mes tests. Et un truc qu'on oublie souvent, c'est de aussi refactorer ses classes de test parce que on peut parfois réutiliser des méthodes de test et on fait des copier-coller. On se dit peut-être qu'il y a moyen que je fasse une méthode dans mes tests, etc. C'est ce que les asserts. Ne serait-ce que les asserts, il y a des, tu peux. Certes, c'est les configurations pré-test. Ouais. Quand notamment tu manipules une base de données, le fait de dire bah, j'ai 3 livres dans ma base, tu vas le faire souvent, le j'ai 3 livres dans ma base. Tu ne vas pas réécrire à chaque fois les mêmes instructions. Tu peux te faire une fonction qui fait mets-moi 3 livres dans la base et puis la réutiliser exactement.
Et puis après, on passe à ce moment-là au commit. Alors ça amène des choses qui sont intéressantes. On travaille tous avec des sources de contrôle, et je pense qu'on travaille tous maintenant avec au moins une compilation dans une chaîne d'intégration continue, au moins une Ça, compilation. c'est pas acté partout. C'est pas acté Je pense partout. que t'es un peu Ok. optimiste. Ok. Moi, je travaille beaucoup dans cet environnement, donc je partage du code avec des collègues. On a un point central qui fait de la compilation. Je commit toujours quelque chose qui compile. Si je fais la technique que Laurent disait, je m'écris 10 tests. Et puis, fin de journée arrive, j'ai codé la fonctionnalité que 5. Je vais pas faire de commit, je vais laisser ça sur ma machine, peut-être je perds le code. Moi, je suis plutôt baby commit. J'aime bien, j'écris une fonction, je la teste, je refactor, je la commit. Et là, ça c'est mon process, je vais dire unitaire, mais dans le sens processeur du terme, c'est-à-dire que je fais tout ça et ça, je commit. Et puis après, je passe à la suivante. Et donc là, je mets toujours du code qui est de qualité, qui est toujours fonctionnel, qui compile toujours et qui est toujours test. Et toujours important, quand tu rajoutes un test, c'est pas faire tourner ce test-là, évidemment. C'est C'est faire ton tourner texte qui a autour. tous les tests. Vérifier que ce que tu as rajouté ne casse pas Voilà. ce qui est à côté. Typiquement, si je suis dans une classe et que je fais du test unitaire, du TDD dans la classe, je réexécute tous les tests de la classe. C'est l'objectif premier, c'est de vérifier que t'as rien cassé. Hein. Et vérifier que t'as rien cassé. Exactement. Vérifier que t'as rien cassé, que ce que t'as fait, voilà. Et l'avantage aussi là-dessus, c'est que quand tu bosses à plusieurs sur un projet, potentiellement, demain, ma fonctionnalité, en gros, si tu lis les specs, tu dis, bah, je me suis arrêté là. Donc reprends de là. Ouais. Regarde, là, cette interface, pour l'instant, elle n'est pas implémentée. Donc maintenant, c'est ce truc-là qu'il faut implémenter. Sachant que moi, j'aurais déjà déclaré les interfaces, enfin les méthodes de l'interface pour dire, il faut que ça sache faire ça. Potentiellement, n'importe qui peut le reprendre. Et ça te permet potentiellement de switcher et de confier le truc, tiens, maintenant, toi, fais ça. Alors que si tu commences à faire un gros dev où c'est un peu fouillis, bah, c'est pas dit que tu arrives à le confier à quelqu'un et qu'il puisse reprendre tranquillement derrière. Vas-y pour reprendre une méthode de 600 lignes, pas tester. Ça, tu veux laisser tomber. Et même si c'est ton code, dans 6 mois, ce sera la même galère en fait. Alors que si, à un moment, il y a quelque chose qui casse, et encore, en principe, si c'est des méthodes de 600 lignes, c'est genre peut-être des algos un peu compliqués. S'il y a un truc qui casse, tu vois dans les tests unitaires, donc tu réduis aussi, parce que ça, on tourne un peu autour du pot, mais globalement, ça t'évite beaucoup de retours aussi. Parce que le TDD, ça t'aide à développer, mais ça diminue drastiquement la quantité de retours que tu peux avoir. Et accessoirement, le hotfix que tu vas passer en prod, parce que c'est urgent, tu pourras relancer des tests, et le moindre test qui te dit attention, du coup t'as pété ça, Ouais. c'est un bug en prod urgent qui reviendra pas, et c'est ceux-là les plus compliqués. Et en image que aussi, c'est Et en image, effectivement, c'est pas terrible. Ouais, c'est ça, là, c'est une des composantes de la qualité. Là, la qualité, ça va sur la lisibilité de ton code, la façon dont tu écris tes fonctions, etc. Que ça fasse ce que ça doit faire, mais la qualité d'une application, ça reste quand même très fortement lié à la satisfaction de ton client. Et donc, tu fais quand même bien attention à chaque fois que tu livres, de pas livrer quelque chose qui fonctionne pas. Je pense qu'on a déjà tous vécu des projets dans notre vie où on fait une livraison le jeudi et on passe son jeudi après-midi, son vendredi à recorriger plein de trucs parce que le client est après ouais ça marche pas, et après il y a de la frustration. C'est pas ça qu'on a envie comme relation avec le client, parce que une fois que j'ai développé une V1, j'ai envie que le client ait envie de faire la V2, la V3 et de faire un beau projet. Après, faut pas se mentir, le fait d'avoir des tests un peu partout et d'avoir beaucoup couvert, ça ne garantira jamais qu'au moment où ça passe en prod, t'aies pas le grain de sable et le truc que t'as pas vu qui va faire que ça va péter. T'as quand même plus Ça arrivera toujours, mais ça arrivera moins souvent. Je disais tout à l'heure pour déconner, c'est pas parce qu'on a du test end-to-end, du test unitaire et que tout est bien couvert, que je ferai une livraison le vendredi soir. Ça change rien. Parce que je me rappellerai toujours du jour où c'était c'est bon, c'est rien, c'est le module de CSS, un formulaire qui marchait juste plus quoi. Je serais intéressé de savoir s'il y a mes collègues, parce que les livraisons le vendredi soir, donc Mais vous travaillez le samedi peut-être. non, mais le vendredi. Mais les clients non plus, alors c'est pas grave. Non, ça me rappelle une livraison d'un vendredi. Moi, C'est j'aime toi bien. le CSS. Non, c'était Ouais, bon, c'est bien. Je veux aussi dire, tout mon code n'est pas testé en permanence. Je défends une méthodologie que j'applique pas en permanence, et c'est vraiment le point de où je mets le curseur. Il y a des choses, je pense que j'ai pas besoin de les tester. Si déjà au moins, parce que c'est pas le message, mais le monde idéal, c'est que tout soit testé. Mais déjà, si chaque développeur pouvait arriver à identifier les parties les plus critiques de l'application, vraiment, tu sais, les algos avec les fonctionnalités, les trucs avec des divisions quand on sait qu'il y a c'est une variable et que ça peut être 0, ce genre de trucs. Oui, les fonctions qui gèrent la paye, où tu dis bah si ça pète, ça a des impacts Voilà. clients qui sont fous derrière, Voilà. ça évidemment que tu es obligé de le tester. Après, si on va plus loin dans le front, on pourrait très bien se dire, est-ce que je teste que telle classe CSS a bien été appliquée sur le bouton? Là, j'ai envie de dire, bah, si vous avez assez d'argent pour faire des tests de ce niveau,
c'est magnifique. Mais voilà, je choisis les tests que je fais. Il y a des tests que je fais pas. Et ce sont des débats que j'ai avec... Enfin, c'est des choses que j'explique à des clients. Ouais, mais bon, je ne vois pas, on parlait de métrique, hein, je ne vois pas la quantité de tests augmenter. Oui, mais bon, j'ai un design system, j'ai des composants que je ne fais que réutiliser, je sais que les composants fonctionnent. Ok, et là, typiquement, j'aurais vraiment besoin peut-être un Cypress, tu vois, quelque chose d'intégration, parce que j'ai quand même envie, même si j'ai repris 2 composants Angular, je sais qu'ils fonctionnent, je les mets tous les 2 sur une page, peut-être que j'ai merdé un truc dans la config de ces composants et j'aurais quand même envie, tu vois, juste d'écrire un test, je charge la page, je remplis le formulaire, je clique, ça marche, boum. Est-ce que tu feras forcément à la main à un moment? Qu'est-ce qu'il y a bah, Et du coup, je me dis, dans ces cas-là, si Non. déjà tu fais le test à la main, une fois, on tente de faire un test Cypress. Ouais, mais clairement. Juste un cas simple, j'ajoute un truc que je sais que c'est censé marcher, je l'ajoute, basta, on n'en parle plus. Ouais. Et je vais pas te demander, teste-moi tous les cas. Non, juste vérifie que ça fonctionne. Ouais. Si tu le fais, en ce moment, je pars du principe, si je dois le faire à la main, alors je l'automatise. Bah, ça, tu le découvres vraiment quand, moi je me rappelle ces premières applications, c'est des gros monolithiques WPF, etc. Et tu travailles sur cette petite feature là, tout dans le fond, tu sais, perdu au 5e écran, en dessous dans le bouton à droite. Et donc tu testes ta fonctionnalité, enfin tu codes ta fonctionnalité, et ton seul moyen de tester, voir si ça marche, c'est aller un coup d'F5 dans Visual Studio, démarrer l'application, me loguer, ouvrir l'écran, descendre, remplir le formulaire, cliquer, supprimer, modifier. Et là, c'est ma feature. Et ah merde, c'est vrai que ma feature, le bug n'arrive que quand j'ai mis 1250 dans ce truc. C'est horrible. Le temps que tu perds à faire ce genre de choses, ouais, comme dit Laurent, ça va parfois aussi vite d'écrire un test automatique à quel que soit l'endroit où tu le mets. Ça va presque aussi vite de lancer ton application. Parfois, de nos jours, ça va mieux, mais quand on était vraiment sur, je me rappelle cette application WPF, à peu près 4 millions de lignes de code, la migration démarre vite, mais tu as plein de préchargements, de préloading, de connexion à des services. Ah, ben, t'attends déjà 30 secondes avant de pouvoir accéder au bouton d'écran. Ah, non, c'est ça, t'écris. Après, c'est vrai que les tests, de manière générale, ça permet de réduire ce temps d'interaction manuelle. Ouais. Et c'est vrai que, même, là tu parles des monolithes, même sur une application web, j'ai bossé sur une fonctionnalité aujourd'hui où en gros il faut que tu ailles dans un certain menu, tu fais une recherche, tu passes sur une entrée particulière, tu cliques sur un onglet et là ensuite tu fais quelque chose. Je l'ai fait une fois, 2 fois, je suis non, parce que même ça me gonfle, tu vois. Et au moins une fois si c'est écrit, la prochaine fois que les tests Cypress vont partir, c'est bon. Ouais. Et puis si un jour ça pète, et puis comme ça tout le monde est au courant, même si c'est couvert par le test unitaire, juste en termes de confort développeur pour moi, je suis en train de bosser dessus. Je sauvegarde ma partie Angular, le truc qui se rafraîchit, ça c'est réglé. Même c'est confortable parce que tu délègues des choses pas intéressantes à faire à ta machine et à ton programme. C'est quand même vachement plus sympa, même pour toi, tu vois. Parce que tu peux dire, pendant ce temps, tu peux aller te faire un café, tu reviens, si t'as ton test qui pète, tu sais sur quoi tu reprends. Et un jour, avant de faire une livraison, tu repasses tout, tu dis, ah bah tiens, heureusement que j'ai testé ce truc parce que bah là, ma base de données, il y a une migration qui est pas passée, elle est pas dans le bon format, il y a une donnée corrompue, peu importe. Le test end-to-end, il a un avantage, c'est qu'il te permet d'anticiper des choses que tu n'avais pas vues. Là où le test unitaire, il est plus, je sais ce que je fais, donc je guide ce que je fais par les tests. Le test end-to-end, il te fera découvrir des trucs, il va dire, ça marche pas. Et quand tu vas creuser, tu vas dire, ah, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. Et là, tu vois, moi, si je fais un test comme ça d'intégration avec un Cypress, j'ai un bug, fatalement, je vais commencer à débugger. Il va falloir que je cherche, ça a merdé. Et là, l'endroit où je vais te trouver, ben là, c'est là que moi je reviendrai mettre un test. Alors unitaire, intégration, ça dépend. J'ai tendance à dire le plus petit, le plus bas possible, possible. Isoler ce problème. Le plus bas possible, ouais. Mais du coup, ça c'est intéressant parce que du coup, techniquement, c'est testé ton problème parce que tu vas régler le souci et Cypress va retomber derrière, donc c'est impeccable. Ouais, si t'as trouvé un problème dans une ligne particulière, c'est que ce morceau de code n'est pas testé. Ouais, voilà. Et ça rejoint un peu la pyramide des tests du coup. Parce qu'avec un test Cypress, je découvre un endroit où je vais rajouter un unitaire, donc j'élargis ma base d'unitaires. Je ne vais pas réécrire un deuxième test Cypress qui est end-to-end, il est très haut. Et pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que du coup, je préfère qu'un développeur back fasse une modif et qu'il voit oh, j'ai cassé ce truc-là, que d'attendre que ça passe en test ou en environnement de staging, qu'il y ait la chaîne d'intégration continue qui fasse tourner Cypress, ce qui n'est pas à chaque commit parce que c'est quand même très long. Donc potentiellement, c'est toujours plus simple de corriger un truc que tu viens de modifier que quelque chose que tu vas découvrir potentiellement en matin, tu vas dire oh, bah, entre temps, la nuit elle est passée, j'ai complètement oublié, et ça prend le temps de te remettre dedans. Là, tu es en train de bosser dessus, tu l'as cassé maintenant. C'est plus simple à corriger tout de suite. Et en fait, là où c'est intéressant le test unitaire par rapport au end-to-end,
c'est que ça te permet de corriger tout de suite. Et si tu corriges quelque chose tout de suite, ça te prendra forcément moins de temps que corriger un truc. Et il y a, ne serait-ce que la veille. Hein. C'est marrant, t'as tellement changé, Laurent. Et mûri. En fait, là où je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que là aussi c'est un biais qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est tous sur le bureau d'études. Clairement, si j'étais encore comme au début où on était deux, j'aurais pas le même discours que maintenant. Non. Parce que si je suis seul à bosser sur mes applis, je sais comment je les fais, je sais par où ça part, je fais peut-être des tests sur des trucs un peu touchy, mais l'objectif c'est de tracer, parce que tout seul tu peux aller super vite. Par contre, quand tu commences à enquiller plusieurs personnes, il y a un moment, quand on a plusieurs qui bossent dessus, potentiellement c'est quelqu'un d'autre qui va devoir récupérer ton bug, donc il faut que tu le guides dans ce qu'il va avoir à faire. Ou alors tu pars du principe que les gens restent chez toi pendant leurs 40 ans de carrière, 45 bientôt, si j'ai compris, pendant 45 ans de carrière, et du coup tu te retrouves à espérer qu'ils partent pas, parce que le jour où ils partent, t'as quelqu'un qui reprend l'appli, t'as pas de test, et tu te dis, bah là je vais changer un truc, je suis sûr que je vais péter quelque chose, je ne sais pas ce que je vais casser, je ne sais pas comment le vérifier, et tu te retrouves avec des applications qui sont juste en maintenance jusqu'à la fin des temps. Et ça c'est pas ok, parce que même en tant que développeur, tu perds du debug tout le temps, c'est pas intéressant. Alors qu'écrire ton test, sortir ta fonctionnalité et dire elle ne revient pas en retour de validation parce qu'elle est nickel, sympa quoi. Je demanderais bien justement à nos amis qui nous suivent dans le chat, peut-être pas éventuellement chez Capcode, s'il y a des gens qui font du test dans la vraie vie. Et si oui, Et si oui, un peu. à quelle dose, comment, est-ce que c'est du TDD, est-ce que c'est que du test end-to-end, est-ce que c'est de l'intégration, etc. etc. Donc on les pousse en attendant. On peut, ou alors on peut raconter des blagues. Faire une bataille. Faire une Une bataille. bataille de pouces. Faire des petites cartes. Fallait faire une- Sinon on se met des. Non. Mais c'est vrai que les tests, c'est un sujet qui est peut-être compliqué à mettre en place parce que tant que tu l'as pas vu et tant que tu n'as pas vu les effets bénéfiques, tu vas forcément te dire ah, mais là, il faut qu'on avance. Et le temps que tu vas essayer de vaguement gagner maintenant, le temps que tu vas essayer de gagner maintenant, tu vas le perdre. Pas dire x10 pour faire du sensationnel et dire ça coûtera beaucoup plus cher après. Mais ça te prend peut-être un peu plus de temps au début, et encore quand tu fais du TD, ça te fait même gagner du temps parce que tu mets tes idées dans l'ordre, donc ça je suis même pas sûr. Mais après tu le gagnes forcément sur la maintenance, et surtout que la maintenance c'est pas intéressant. Je pense que tu vis une fois ou deux des emplois qui se passent mal. Je crois que si tu comprends que tu Surtout quand ça snowball, tu vois. Ouais. Et du coup tu commences à corriger ça, puis le lendemain tu te rappelles, il y a ça qui a pété, puis ça, puis ça, puis ça. Visiblement, ça génère de la frustration pour le client et pour toi. La relation est saine pour personne et juste en fait. Bon, allez, 10% de temps en plus au début pour le test et En fait, vraiment, quand tu l'intègres dans ta façon de bosser et que tu dis, bon, ok, ma fonction elle doit faire quoi, ça devient naturel. Et même, ce qui est sympa, c'est que du coup, t'as pas besoin d'être full focus, entre guillemets, sur ta fonction et de dire, bah là, si je coupe, j'ai perdu. Et comme tu avances petit à petit avec des tests, ça roule tout seul, en fait. C'est la grosse différence aussi entre tester une application pendant que je développe et tester une application que j'ai déjà développée. Comme tu disais tout à l'heure, Ouais. il faut que la façon donc ça a quand même un impact sur la façon dont on écrit son code. Là où tu veux te poser la question aussi, c'est que si c'est une application existante, tu vas devoir mettre dans quelque chose qui n'est pas fait pour être testé unitairement, du code qui lui est prévu pour, et là tu sais qu'en termes d'archi, tu vas faire cohabiter deux trucs qui n'ont pas de rapport. Donc tu vas vraiment avoir une application qui est d'aide technique, un truc un peu récent. Et ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de te dire, bah j'ai une application qui est hétérogène en termes de façon de développement? C'est là où j'aime bien Cypress. J'ai une Parce que lui, il s'en fout de comment c'est fait. Voilà, lui il s'en fout tellement de comment c'est fait, c'est que je me dis si jamais j'avais une application qui existe déjà, qui tourne en prod, et je sais que je vais aller sur un truc touchy, là je me passerai peut-être le temps, tu vois, de me dire je vais essayer de me faire une petite batterie de test sur cette feature à partir de Cypress. Bien sûr ça va me coûter, on a vu, Cypress se positionne assez haut, donc plus long à écrire, plus long à mettre en tout cas à mettre en place et plus long à exécuter. Mais en attendant, ça me donnerait le filet de sécurité normal. Parce que parfois, si je veux descendre mes tests unitaires, j'arrive dans une classe, waouh, t'as une classe, ça appelle 35 méthodes qui sont dans des fonctions statiques à gauche, à droite. Tu peux pas lâcher des missiles comme ça et espérer que je réagisse pas, on est d'accord? Non, je peux pas, mais voilà, des choses un petit peu. T'as du code, tu vas le tester. Cypress, tu t'abstrais. Bah, tu vas essayer de mettre un test, tu vas essayer de câbler un truc, mais tu vas y aller petit bout par petit bout. Et ce que tu vas éviter, c'est que tu vas dire, ok, ce bug-là n'arrivera plus. Pas pour autant que demain, ton application, qualitativement, elle sera vraiment mieux. Hein. Cypress, ils s'en foutent comment c'est fait.
s'en fout que ce Ouais. soit du code propre ou pas. Bon, après, il y a des techniques, hein, Laurent. Si tu arrives dans une classe, dans une énorme classe comme ça, et tu isoles vraiment, tu as, une classe, une fonction, 400 lignes, ça Ouais. ne devrait jamais arriver. Mais si tu prends du code legacy, tu l'as. Ok, tu prends une vieille application, tu l'as. Ce que je fais parfois, c'est, si j'arrive à isoler à un moment donné, hein, ouais, là, dans ce truc-là, ça merde. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir cette partie de code Dans un truc propre. dans une Ouais, classe, pour- dans un objet, Tu vas tester et je vais tester, en fait, je vais isoler l'endroit du bug, le mettre dans une classe séparée, mettre. Ça arrêtera du scotch parce que tu vas vérifier ce truc-là, mais c'est pas pour autant que ton application de demain elle ira beaucoup mieux, tu vois. Non, Tu as encore de la maintenance, mais la maintenance commencera tout doucement à coûter de moins en moins cher. exactement. Après, tu peux le faire, mais c'est vrai qu'en fonction de la complexité de l'application, ça peut être laborieux à faire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne stratégie de te dire, bon, écoute, ce morceau-là, il merde. En plus, je me dis, bon, c'est fonction de 400 lignes, donc ça, c'est une responsabilité différente, Voilà. etc. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et tu peux le sortir, en faire un truc un peu. Ouais. On va regarder les On a questions. eu un commentaire, ouais. On a eu un Ouais. commentaire de Monsieur Timil. Il disait que dans sa mission, il faisait du test unitaire, du test Cypress avec les composants bloqués. Il faisait des tests complets avec des tests de recettes manuelles en plus. Donc, Ah ouais, donc là, ça teste. Ça, c'est une belle là, c'est des couverture. bons Ouais. élèves. Hein. Ça teste bien. Après, la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tout l'argent investi dans les tests est forcément rentable? Ils sont peut-être pétés de thunes, ils s'en fichent. Hein. Après, c'est sûr, hein, après, ça c'est la question que je voulais te poser avant, dans ton ancienne boîte, où tu avais des tests. Tu as un ratio de combien de testeurs pour combien de développeurs? Est-ce que tu te rappelles à peu près? Parce que ça, c'est une Ouais. question, parce que si tu me dis qu'il faut mettre un testeur en face de chaque dev, le coup, mais bah, tu vas pas vendre 2 jours de boulot là où avant t'en Non, vendais non. un, tu vois. Non, et c'était vraiment aussi un problème avec les méthodologies agiles. Donc, pour répondre à ta question, on avait en général donc une équipe, on était divisé en sous-équipes de 5 personnes, 5 développeurs à peu près, et on avait un testeur attitré. Donc tu pars du principe que tu as quand même 20% de coûts en plus dédiés à faire du test. Dans cette boîte-là, c'était le cas. Je dis pas que c'est le setup optimal parce que, en fait, ce qui se passait surtout, c'est qu'on était dans une pyramide de tests inversée. Donc très peu de tests unitaires, mais beaucoup de tests manuels. Et donc là, il fallait effectivement une personne pour 5 développeurs qui passait son sprint, donc sur un sprint de 2 semaines, à tester les features de chaque personne, et puis aussi faire une passe de non-régression. Parce que manuel. Parce que Et pas manuel. automatisé. Ouais. Parce que manuel n'est pas automatisé. Et l'idée qu'on a eue, l'idée qui était derrière en fait toute cette démarche de mettre du test automatique unitaire, c'est de renverser cette pyramide. Parce qu'effectivement, ces personnes qui faisaient du test manuel n'avaient pas le temps de faire du test exploratoire ou de se mettre à la vraie place de l'utilisateur final en disant non mais à un moment là, je dois cliquer 17 fois pour rentrer les informations. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un design plus optimisé? Non, ils étaient sur peu importe qu'on clique 17 fois, il faut que ça fasse la bonne chose. Donc on avait un testeur. Et puis tout doucement, juste avant que je parte, on avait un testeur qui, quand on prenait une feature, donc une story hein, dans un environnement Jira, Scrum, machin, on avait une petite discussion entre ce testeur et nous sur ce qu'on allait faire. Et donc le testeur nous disait, bon moi j'ai lu la feature parce que le testeur était très orienté fonctionnel, donc du côté du product owner, etc., vraiment de ce que l'utilisateur avait fait. Ce qui est mieux parce que ça donne vraiment un regard différent que Exact. ouais. Exact. Et en fait, il nous disait, bah voilà, moi les gars, voilà mon plan de test. C'est ça que j'ai imaginé, c'est ça que je veux tester. Et on discutait ensemble, on disait, écoute, tu sais, cette partie-là, nous, on va la prendre en test unitaire. Et alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on les avait aidés à monter en compétences pour pouvoir se rapprocher du code. Parce qu'à la base, c'était des gens qui n'étaient pas du tout des codeurs. Ils avaient C'est pas aucune... mieux justement d'avoir des gens qui ont un regard complètement différent et complètement boîte noire, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et qui du coup ne vont pas du tout se soucier de le développeur aurait pensé le truc comme ça, donc du coup tu as un biais qui vient forcément par là. C'est mieux, mais ça a un avantage. Ça a eu un avantage qu'on les forme aussi à ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il nous disait, pour les tests qui étaient plutôt type Cypress, intégration end-to-end, il les prenait en charge. Les tests end-to-end, dans son question expérience utilisateur ou bien histoire en disant, vous savez quoi, le fait qu'on veut tester, on veut quand même mettre un test d'intégration, que point de vue utilisateur, je puisse rentrer les informations, faire tout ça et ça marche, ça c'est lui qui les écrivait. Okay. Et du coup, où il écrivait ses scripts de test d'automatisation, parce qu'ils apprenaient aussi, enfin c'est la même chose, hein, plutôt d'utiliser Cypress, on faisait à cette époque-là de l'automatisation, donc déplacer la souris sur l'écran, assimiler un clic, etc. Maintenant, Cypress le rend plus facile. C'était du WPF, donc Cypress n'aurait pas fonctionné. Mais
Donc, et à ce moment-là, ces développeurs-là ont resté toujours aux alentours de, oui, un développeur pour entre 5 et un testeur pour entre 5 et 10 personnes. Et puis, au moment de la release, en fait, on sortait un code freeze. Donc, il y avait, si on faisait un rétro-planning, on fait une release, pas moi, 1er décembre. Code freeze, en général, 2 à 3 semaines avant. Code freeze veut dire, les développeurs, vous arrêtez de créer de nouvelles fonctionnalités. Ça ne veut pas dire que vous ne touchez plus, hein, surtout pas, parce qu'on va trouver du bug. Donc là, ils avaient terminé de valider les fonctionnalités, parce qu'en Agile, la fonctionnalité rentrait vraiment dans l'application de prod que quand elle était complètement testée. Ouais. Et les 2 dernières semaines, c'était consacré à la non-régression globale, mais aussi au test exploratoire global. Et pendant ces 2 semaines-là, 2 ou 3 semaines-là, on splittait les équipes de développement. Il y a des développeurs qui commençaient à réfléchir sur les fonctionnalités de la version suivante, quand certains développeurs restaient en maintenance, parce qu'évidemment, nos testeurs nous retrouvaient des bugs. Et donc là, on les corrigeait, et quand on trouvait un bug, évidemment, on remettait un test autour de ça. Ça implique quand même effectivement une structure qui est quand même assez grande. Tu peux pas... Enfin, je pense que tu peux pas mettre ça en place dans des structures de petite ou moyenne taille. Non, mais le seul endroit où j'ai vu une structure comme ça, c'est dans cette boîte de 500, on était 500 employés et des grosses équipes, comme je disais tout à l'heure. On pourrait même pas imaginer quand on était chez Capcode que avec les mêmes personnes on s'échange les rôles, tu vois. Je pense que dans notre façon, quand j'étais là, et dans votre façon de travailler, il n'y a pas un moment où tu peux te dire, ok, en fait, si on considère 20% du temps de test, le vendredi je code pas, je teste. Ça pourrait être magique, hein, ça pourrait être vraiment bien. C'est quelque chose qui pourrait s'envisager. En fait, mais ça se fait pas d'office dans les petites structures. Ce que j'ai comme envie, c'est de dire que tu fais ton sprint, tu planifies les points dedans, et tu arrives à la fin du sprint potentiellement en avance, ou du coup tu as tout fini tôt. Là, tu en profites pour ta phase de refactor. Ouais. Tu vois, le feature freeze, en fait, il serait vraiment par sprint, pas sur des durées aussi longues. Mais du coup, d'avoir quelque chose où tu dis, bah voilà, j'ai fini, donc là, j'en profite pour m'assurer que tout ce qu'on a fait, c'est bien. Ouais. Parce que ces passes, elles sont nécessaires si tu veux, même si tu as du test unitaire tout le long, etc. Quand même faire une passe de vérif pour dire bon non je sais que ma version là elle est bien, elle est nickel et on passe à la suite. Ouais. Et je trouve ça toujours intéressant qu'un développeur aille jusqu'au bout parce que ça te responsabilise aussi sur ce que tu sors. Oui. Et ça évite de dire bon bah de toute façon entre celui qui dev, t'as le testeur, tu vas dire oh c'est sa faute il avait qu'à le voir, il y a le chef de projet qui va se taper la réunion client et encore un autre qui lui va se prendre un scud parce que ah mais t'aurais pu voir parce que parce que machin. Ouais, et du coup ça te force toi en tant que développeur du coup aussi être responsable jusqu'au bout de ce que t'as pondu. Et si tu as fait une boulette, bah, tu la vois et tu la règles jusqu'au bout. Mais une autre perdue est quand même toujours bien. Ah oui, ça je suis d'accord. C'est sûr que si tu dis que chacun va tester les fonctionnalités qu'il a faites, oui, bah, t'auras de toute façon, à partir du moment où tu as bossé dessus, ou c'est toi qui as vu ton code, tu seras forcément plus indulgent. Ouais, c'est sûr. Et quelqu'un qui l'a pas vu, où tu lui dis, bah vas-y, dis-moi tout ce qui va pas, forcément il va trouver quelque chose. Ouais, et là on a, comme à Vix, Besançon, C-Dev, un testeur. Ouais, pareil, mais c'est le même ratio. Ouais, c'est ça. De QA que t'avais, non? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelait, c'est une team de QA. La régie s'est permis d'intervenir. Ouais. Et bon, on peut parler un peu de ça parce que c'est vrai que alors cette expérience, elle était assez marrante. Tu descends sur du côté personnel, on va pas s'étendre là-dessus, mais des rivalités entre testeurs et développeurs. Ouais, mais c'est bien ça, tu vois. Ouais. Ça a un côté un peu sain, tu vois, de vouloir un peu se. En fait, Non. Il y avait quand même des moments, je me rappelle, où tu livres une feature, tu l'envoies en test et tu sais très bien que le testeur qui est assigné à cette il va faire son boulot, il va le prendre à cœur et il va passer partout. Et c'est ce qu'on attend de lui. Et il va faire son boulot bien, comme toi, tu as essayé de faire ton boulot bien. Et fatalement, tu as des bugs qui vont te revenir. Du coup, tu vois, c'est aussi... Tu préfères que ce soit le client qui te remonte ça? Mais non, bah non, certainement pas. Surtout dans la boîte dans laquelle je bossais, tu peux pas considérer que c'est le client qui doit... Le client ne peut pas avoir de bugs. C'était du système temps réel utilisé pendant la mi-temps du Super Bowl. Donc une seconde où on n'est pas à l'antenne avec l'appli, c'est des millions d'euros. Donc t'as pas envie que ton client... Tu veux cette équipe de QA... ce sera dans les cuts sur YouTube. Je suis pas sûr, même s'il y a les 4K, je suis pas sûr que ça Merde, il aurait pas marre dans ce sera. Non mais ouais, t'as pas envie que ton client le voit. Après, de nouveau, vous voyez, quand on parle de ces choses-là, il n'y a pas une vraie réponse parce que dans des cas comme ceux-là, tu as envie d'avoir une batterie de test, tu n'as certainement pas envie d'avoir ton client qui voit le problème. Mais j'ai des impact quoi.
Oui, mais j'ai aussi des projets où mon client il est très investi dans la phase de staging et où il est ravi de trouver des bugs parce qu'il se sent investi, il dit moi j'ai participé à la qualité. Donc j'ai un autre rapport si mon client trouve des bugs, bon, j'ai pas envie qu'il les trouve, hein, mais Ça reste un cas marginal du client qui se surinvestit dans la phase de recette. Ça, je pense qu'on est d'accord sur le constat. la phase de recette c'est... Bah, en même temps, un client, il part du principe que tu développes une application, elle est censée marcher, ce qui est pas faux. Lui, ce qu'il est censé vérifier, c'est est-ce que ça a bien le comportement et qu'on s'est bien compris sur le fonctionnel, mais ton client, il est pas censé dire ça marche pas. Ça marche pas, tu es censé l'avoir vu avant. Tu vois. Ouais. Et donc c'est là que je comprends que bah, quand ils disent alors ne rien valider par sur le principe que tout est nickel, ça c'est un peu optimiste. Par contre, le fait de dire que bah, à minima ça fonctionne, mais peut-être pas comme je veux, c'est autre chose. Alors j'aime bien là en dessous, c'est le testeur qui devrait valider la feature du dev, fonctionne ou pas. S'il fonctionne pas, la feature glisse au sprint suivant. Mais du coup, si la feature glisse au sprint suivant, ça veut dire que potentiellement la version n'est pas livrable parce que le code est quand même actuellement dans la version. Donc ça veut dire que tu peux pas livrer une version où toutes les features sont pas nickel à l'intérieur. Donc tu peux avoir ce biais de dire il y a une version au moins qui va être bloquée par une feature ou alors enfin juste un truc que tu n'arrives pas à finir qui va bloquer toute la version. Parce que tu peux pas la décaler puisque le code est déjà dedans. Après, ça dépend de ton espace perso et de comment aussi. Ouais, ouais, ça moi je le résous avec... depuis qu'on a le cloud vachement accessible, du coup tu te permets un environnement, tu fais ta feature dans une branche, tu te permets un environnement de staging dans la branche et le testeur valide là. Oui, ça. Et en fait, je rabats mes branches de dev, mes branches de feature, je les rabats sur mon tronc commun pour partir en staging uniquement quand on est en interne, parce qu'on n'a pas cette... Nous, c'est le PO qui fait la validation, donc c'est lui qui sait comment la feature doit fonctionner. Le product owner, tu veux dire. Le product owner. Pour la populace qui nous regarde. Le product owner et aussi les designers, parce qu'on a une passe de... On veut vraiment... On fait parfois du pixel perfect, donc j'ai un graphic designer qui regarde si c'est bien aligné, etc. Et j'ai quand même aussi une personne qui a le rôle de product owner, qui connaît le client, qui a la relation client, qui sait ce que ça doit faire. Une fois que ces personnes-là sont d'accord... En fait, si tu veux, si tu regardes mon Kanban, j'ai 2 colonnes de test. J'ai la colonne de test en interne, c'est nous qui testons pour voir si ça répond aux critères qu'on a mis dans la carte. Et puis après, je déploie en staging. Donc, au minimum, si ça va en staging, pour moi, c'est censé passer au sprint suivant, parce qu'au pire du pire, j'ai un petit bug. Et peut-être que le client va me dire, c'est pas ça que je voulais, je vous renvoie la carte, et là, je refuse. Je dis, ah non, c'est ce que... On a développé ce que la carte fait, t'es pas content de ce que ça fait parce que maintenant tu le vois, ok, on fait une nouvelle carte parce que c'est un changement, mais ce qui a été développé. Donc, c'est ce commentaire de dire, ouais, le problème que tu as si tu fais ces tests-là, soit tu fais trop de tests, alors ça sort pas et ça glisse au sprint suivant, enfin, tu vois, mais, ou comme toi tu dis, ben, je peux pas ne pas la sortir parce que c'est déjà dedans, ça je le résoudrais. Après, si tu veux, on a des environnements de staging, si tu veux, on a une version. Chaque feature est faite dans sa branche et tu la merges dans la version qui part en staging. Ouais. Donc c'est-à-dire que si en staging c'est pas validé, tu peux pas dire bah attends je vais juste tirer les commits vite fait de la feature pour enfin là tu vas commencer à faire du décollage un peu. C'est pas forcément ça l'objectif, sachant que techniquement si ta version la plupart du temps, en tout cas c'est comme ça qu'on les découpe, il y a une cohérence de feature. Et s'il en manque une, potentiellement ta version t'as rajouté toute la partie config, mais la fonctionnalité au final elle est pas là. T'as rien à livrer, ton truc il est pas fini. Non, c'est clair. Ou vous pouvez ajouter des utilisateurs, mais vous pouvez pas les updater. Ouais, ça peut encore passer. Ou ne pas les lister par exemple. L'ajout marche, mais la liste non. Ouais. Alors du coup, ils livrent pas ta version. Mais t'en reviens du coup à avoir une découpe de version qui devrait être quand même relativement fine pour permettre de livrer des choses à chaque fois où tu vois des nouvelles choses. Sans être dans l'ajout. Et ça, je pense que c'est un autre stream, hein, parce que c'est aussi toute la complexité de comment je viens de ce que le client a en tête à une super découpe qui me permet d'être suffisamment unitaire pour arriver dans ce joli monde imaginaire de la super agilité du Scrum qui marche très bien. Parce que... Ouais, le stream sur les méthodes agiles, c'est effectivement un sujet à part, sur la théorie, la pratique et puis la douleur. Alors oui, mais les devs font plus gaffe à ce qui sort du... Plus ou plus c'est ça. Ouais, je sais pas, ouais, c'est plus vers le haut ou... Je pense que ça, c'est quelqu'un... Oui, c'est un McLeod. Je suis Jonathan.
C'est toujours aussi. C'est toujours aussi, Aussi bon, ouais, ça calme. avec mon super accent. Sur la fille là-dessus, moi j'aime encore catégorie dont vous parliez, notamment le test de performance. Vous avez 2-3 mots à dire là-dessus. Test de performance. Alors, performance à quel niveau? Temps de réponse, des réponses. Généralement, les temps de réponse, je trouve que c'est un truc. Bon, la plupart du temps, les fronts sont rarement longs. Sauf dans certains cas rares. Une application, en tout cas, chez nous, les applications front, elles font peu de choses, sont rarement très longues à répondre. Ce qui va être long, c'est tes API. Et tes API, tu peux bien les tester avec juste des tests, du coup, des tests d'intégration en général. Juste côté API qui va dire ce point d'API est censé répondre en tant de temps. Ça, c'est un truc que tu peux faire aussi. Et tu peux aussi faire du test 2E. Je pense que tu peux mettre dans Cypress, j'ai jamais fait, mais dans Cypress, je pense que tu peux mettre une stopwatch qui dit je commence là, je mesure le temps jusqu'à la fin, je regarde du coup si c'est ok en fait le temps que ça a pris ou pas. Mais bon, après, t'es quand même très tributaire de l'environnement, donc c'est un test, tu peux pas être trop strict non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu peux dire qu'un téléchargement de fichier qui prend 1 minute, presque qu'importe l'environnement, c'est pas ok. Ouais. Mais après, c'est là de dire non, faut que ça prenne moins de 4 secondes, et là, ça en a pris 3,4 ou n'importe. Oui, ça dépend de l'environnement. ça, Si dans le cas voilà. où la pub elle doit arriver Ouais. pile poil maintenant, tu peux pas. Bah, j'en arrivais, je voulais répondre à ça. Dans un environnement contrôlé, on le faisait. Dans un environnement Sachant contrôlé, que là, on était sur une application où qui était embarqué dans des serveurs et dont la société était aussi responsable de sortir le réseau et la connexion entre les serveurs. Ouais, parce Donc, que t'as aussi toute la stack, donc t'as moyen de tout tester. Ouais. était surtout aussi dans un environnement temps réel. Pour le dire, c'était de la production vidéo sur du foot des ralentis. Société belge bien connue, ceux qui le savent. Donc pas si bien connu que ça. Là, on pouvait se permettre ces tests de performance avec, faut vraiment pas que ça prenne plus de temps, parce que tu pourrais dire, ouais, faut pas que les queries elles répondent dans les bases de données, faut pas que les queries elles répondent en moins de 350 milli. Ouais, t'as quoi comme bécane derrière? Je sais pas. Oui, tu et peux, à un moment, sur tes tests, sur 100 runs, il va y en avoir une qui va prendre 351 millisecondes, Ouais. et ton truc, factuellement, il va dire, bah c'est pété. Non. Ton test de performance, t'es obligé de faire sur une page qui. Ouais, de toute façon. Ouais. C'est pareil, hein, c'est comme quand tu utilises des outils comme Gatling, je sais pas si tu as déjà utilisé. Non, ça non. C'est pour bombarder les API pour voir à quel point elles peuvent prendre la charge. C'est plutôt des tests de charge que de tests de performance. À nouveau, oui, c'est très bien à utiliser. Ça te permet de voir un peu comment fonctionne ton système et qu'est-ce que tu as comme connexion derrière, qu'est-ce que tu as comme environnement. Alors, pareil, hein, si tu commences à te dire, oh, bah, écoute, c'est simple, moi, pour avoir un truc, pour être vraiment bien, je vais aller commencer à faire mes tests dans le cloud. On pourrait se dire que là, quand tu es dans ton environnement Amazon, tu as normalement des temps de réponse qui sont suffisamment rapides avec de la puissance derrière. Ça veut rien dire parce que finalement, si c'est pas là que tu tournes. Donc après, ton test de montée en charge, si tu es sur une architecture cloud avec des conteneurs Docker qui se lancent à la volée, quel est l'intérêt presque? Parce que du coup, dès que ça va commencer à être un peu trop gourmand, il y a autre chose qui va se lancer derrière. Donc, tu ne testeras pas vraiment ton API comme ça. Après, c'est intéressant quand tu forces du coup dans un écosystème où il n'y a que cette machine-là et tu veux qu'elle soit capable de prendre cher, quoi. Ce qui est peut-être intéressant dans les tests de performance, ça me rappelle un petit bug qu'on avait eu dans une application que j'avais fait chez vous. Peut-être regarder par exemple consommation mémoire, pourcentage d'utilisation processeur, les handles, fameux leaks de handle. Vérifier si on n'a pas des leaks quelque part, ça peut être intéressant quand même d'avoir. Alors en test automatisé, je l'ai rarement fait, c'était plutôt moi qui faisais de l'analyse. Généralement, c'est plus du réactif là-dessus, tu dis ce truc-là, ça m'a fait cracher une fois l'appli ou n'importe, tiens, je vais regarder. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de test pour être proactif là-dessus, de dire tiens, t'as une batterie de tests qui font que tu surveilles ta mémoire partout et tu dis tiens, là j'ai un pic qui n'est pas purgé ou n'importe. On avait ça dans cette boîte, dans cette grosse boîte, on avait ce qu'ils appelaient les long runs. En fait, c'était des bots qui étaient scriptés pour utiliser l'application avec des schémas classiques. On reprenait les schémas de test sur les fonctionnalités et on en faisait un énorme test et en général on lançait ça sur le week-end. Tu lances les tests de charge et les long runs le vendredi soir et puis mais bon, il y avait on avait développé un outil pour vraiment faire ça et donc il y avait carrément sur chaque machine où tournait l'application, c'était un vieux monolithe distribué, il y avait à chaque fois un petit outil qui récupérait des snapshots mémoire, des snapshots utilisation processeur, des snapshots charge de disque pour justement faire des graphes à la sortie, se dire tiens,
à cet endroit-là du test, cette machine-là, et donc on pouvait quand même revoir dans les snapshots de la machine ce qui se passait, découvrir des fuites de handle, découvrir des memory leaks, ou bien des IO sur le Après, disque. ces tests-là, je pense qu'ils s'appliquent dans vraiment un cas assez marginal d'application Oui. où tu as un vrai besoin là-dessus. Une application de gestion, la plupart des fuites de mémoire, tu les sens pas. Parce qu'au moins, ton garbage collector va passer dessus, et puis moi, c'est autre chose, ou alors ta machine, elle va rebooter, ou tu... Oui, n'importe, tu vois, c'est des trucs, c'est pas hyper grave. Je te prends un exemple tout con, même si c'est une toute petite fuite de mémoire et que tu dis, dans mon application, je sais qu'elle tourne sur 2 machines, quand j'en ai une qui reboot, l'autre elle est à côté, l'impact il est tellement faible. Parce que chercher ce genre de truc, ça prend toujours un temps fou. C'est jamais simple de chercher des fuites de mémoire ça comme dépend ça. de l'impact en fait. C'est quoi l'impact qu'une machine reboot, c'est quoi l'impact d'une fuite mémoire? Si ça te coûte 3 millions d'euros, ah ouais. C'est toujours pareil, c'est une question de coût. Centimes. Si ça coûte 3 millions d'euros pour quelque chose qui peut avoir un impact de 3 milliards d'euros, évidemment que tu vas dire que ça peut peut-être valoir le coup de faire un investissement. C'est toujours une question de quel est le potentiel de problème derrière. On a une question dans le chat qui demande les tests de sécurité. Tests de sécurité, ce qui est bien, c'est que tu peux les faire avec Cypress. Avec Moi, Cypress, sans tu peux tester. vérifier, je suis connecté en tant que machin, je suis pas censé avoir accès à ça. Qui va te permettre de faire déjà un paquet de batteries de tests, sachant que le plus intéressant serait peut-être plutôt d'avoir un truc automatisé au niveau de ton API, parce que globalement, tester le front, est-ce que ce menu s'affiche ou pas, si je suis connecté ou pas, c'est un peu tester le maquillage, si tu veux. Pour moi, c'est Mais tu vas pas tester la requête. ensemble, pour moi. S'il faut prioriser, parce que c'est toujours une question de coût, s'il faut prioriser, je dirais qu'il vaut mieux prioriser et vérifier que si telle personne avec tel token appelle mon API, ça est censé lui renvoyer une 401, une 403 ou n'importe. Ça, je trouve que c'est plus intéressant à faire que la partie front. Même si la partie front, du coup, au pire, elle te montre un menu, quand tu vas dessus, t'as pas les données. Oui, entre guillemets, c'est gênant à l'usage, et c'est pas grave. Alors que si tu dis, c'est bien, elle présente pas le menu, mais si je connais l'URL, je peux aller dedans et j'ai accès aux données, c'est beaucoup plus grave. Donc j'aurais tendance à prioriser du coup les tests API pour dire, bah, si j'arrive avec tel compte. Après, ça c'est des tests de sécurité. L'inconvénient de ça, c'est que si je prends l'exemple de .NET, et c'est un peu partout pareil, en gros, ça va juste venir vérifier est-ce que l'attribut de sécurité que tu as mis sur ta fonction est bon. Donc c'est pas. En fait, tu viens tester du code qui n'est pas le tien. C'est juste du déclaratif que tu viens tester, c'est pas vraiment du code. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, à moins de le tester vraiment en cas d'usage avec un vrai test d'intégration, je pense que c'est des trucs qui sont compliqués à tester. Ouais, j'allais dire, là tu parles de tests de sécurité, j'ai envie d'appeler ça sécurité fonctionnelle. Est-ce que tel utilisateur a le droit d'accéder à telle ou telle ressource? Oui, ça s'automatise. Après, quand j'entends test de sécurité, je pense tout de suite, tiens, alors, ça marche plus très bien, mais injection SQL, cross-site scripting, faille HTTPS, que sais-je, des choses comme ça. J'ai jamais vu ça automatisé. Est-ce que c'est à toi de tester ça? Est-ce que c'est pas un framework que La tu plupart du temps, utilises, les frameworks te gèrent quand même. Alors, ce genre de truc-là, oui. Je vais prendre un exemple, je reprends cette boîte à chaque fois parce qu'on a C'était un bon exemple de test. Ouais. c'est le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé dans ma vie avec le plus gros budget en fait. Et quand on dit budget, donc c'est qu'on pouvait avoir une équipe de QA, on avait des architectes qui nous expliquaient comment. Tu te rapproches du monde idéal. Tu te rapproches du monde, ouais. Je suis pas. Non. On engageait plutôt ce qu'on appelle des white hat ou des sociétés d'audit pour faire ces tests, mais c'est pas du test automatisé. Parce que découvrir une faille, notamment une technique classique, c'est d'arriver à faire crasher l'appli pour récupérer une stack trace et dans la stack trace, exploiter les informations que tu as là-dedans. Tu l'automatises pas parce qu'un test automatisé voudrait dire oh oui, j'ai un test qui fait crasher mon appli, corrige ton appli. Voilà, tu vois. Donc, les tests de sécurité, les tests que tu mentionnais, moi je vois plutôt ça comme des tests de fonctionnalité que de sécurité en elle-même, mais alors plus vraiment bas niveau. Si tu livres, je sais pas, moi je livre une infrastructure avec un firewall, peut-être, je suis responsable de ça, parce qu'on gère un peu l'infra. Ouais, là je ne sais pas comment automatiser ça tout proche du code. Donc, oui, après c'est sûr qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, mais je pense que si vraiment tu as envie de charcuter ton appli par un mec extérieur qui a sans doute d'autres compétences que toi, comment chercher les erreurs, c'est peut-être plus intéressant. Et j'imagine qu'il y a des tools qui existent déjà pour lancer des pré-batteries de tests. On a sur Amazon, parce que du coup on héberge tout chez AWS, pour ceux qui stream, vous l'avez je pense compris. On a constaté qu'on a des API qui sont attaqués par des bots et tu vois les URL qui cherchent en fait. En fait, on a logué du coup toutes les 404 pour voir qu'est-ce qui se passait et tu as les PHPMyAdmin, des trucs comme ça, tu vois, c'est ça qui est recherché. Donc forcément, tu as des outils, je pense que ça, tu fais passer une batterie dessus. Si tu as un site en PHP et qu'il y a une de ces ressources qui est accessible,
Bon, ça c'est des trucs assez évidents que tu peux tester quoi. Donc je pense qu'effectivement tu dois avoir des batteries de choses standards. Tu sais, chercher des API slash user par exemple, parce que user c'est un truc que tu dois avoir après partout je pense. Un objet user, un objet, je sais pas, tu dois avoir des choses comme ça qui doivent automatiser du type, bon, ça arrive souvent que ça pète quoi. Ah, même la recherche, tu sais, par fichier, tu sais, avec, ils vont mettre 3 petits points dans l'URL, puis slash, 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 pour essayer de trouver un Ouais, fichier, pour monter un point. route et voir si tu peux faire un truc. Et ben, ce genre de. Je sais exactement comment ça s'appelle, mais ce genre de choses, c'est automatisé, quoi. C'est comme tout ce qui est Automatisable. ouais, automatisable et automatisé déjà avec des logiciels. Pour Ouais, ceux qui se demandent, c'est notre régisseur qui intervient. Tu fais coucou, mais on ne voit pas. Hein. Si, c'est bon. Non, on te voit pas là. Si, regarde là. Ah oui, on te voit pas. C'est bien d'accord. Allez. Magnifique. Donc ouais, Je les pense tests, qu'on a répondu à la question sur la sécurité. Camille, je pense que la question, elle est vite répondue. Fallait que je la fasse. oui, ça c'est un peu nos domaines de compétences, hein, c'est plus des gens dont c'est le métier, donc tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de tests, c'est intéressant de les intégrer dans ton processus de développement, mais te dire que maintenant, il faut que chacun des devs soit formé aux tests de pénétration, aux tests de sécurité, je pense que c'est pas, encore une fois, une question de rentabilité, parce que si c'était un métier simple et abordable avec une semaine de formation avec ton compte CPF, je pense que ça se ferait. Bien d'œil. Non, je pense que, blague à part, je pense que c'est quelque chose qui a un vrai boulot, où il y a plein de choses sur lesquelles il faut se tenir un jour, donc si vraiment tu as envie de tester ce outil, mieux de passer par une boîte tierce. C'est pour ça qu'on aime bien développer, mais pas s'occuper de l'infra. Après, je déteste ça, j'en suis jamais caché. Hein, C'est pas qu'on aime pas le faire, c'est que c'est un autre métier. C'est un autre métier. c'est pour ça qu'on a inventé le DevOps, pour que l'infra ne soit plus un métier inaccessible aux développeurs. Est-ce que vous voulez dire 2-3 mots sur l'outil de test SonarCube? Est-ce que c'est utilisé? test. Un outil de C'est pas un test. petit Qu'est-ce que test. c'est alors? Ça s'intègre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, SonarCube? SonarCube, t'as jamais utilisé? Si, plein de fois. Si. Ah, et t'es content d'avoir utilisé? Oui et non. Oui et non. SonarCube, en gros, c'est une mauvaise personne qui va venir te dire que ton code est nul et qu'il faudra mieux que tu changes de métier. Le point de départ, c'est ça. Et tu parles de la fameuse métrique qui s'appelle la dette technique. Oui, mais j'ai commencé hier. Commencé un projet à 4000 ans de tête technique, monsieur. Alors, on va expliquer quand même ces concepts. C'est intéressant, ça fait partie, oui, du process qualité de ton application. C'est vraiment quelque chose avec lequel je suis pas fan. En fait, si tu veux, pour moi, et là, on en vient à une notion qui est mi-bullshit, mi-qui fait sens. C'est le craftsmanship development, là, où tu as plein de gens qui se sont appropriés pour en dire n'importe quoi, à mon sens. Quand tu développes une appli, le fait d'avoir juste entre guillemets, un robot qui te dit « ça c'est pas bien parce que », je suis pas fan. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est la cohérence globale de ton appli. Il ne saura pas faire ça. Il ne saura pas te dire, il va t'appliquer des règles, il va regarder, là, tu as mis un bracket alors que ton if, tu peux le faire en une ligne. C'est pas ça qui va faire la qualité de ton appli. Donc, du coup, le configurer et respecter des règles qui. Ouais, ce sera peut-être un peu plus joli, mais est-ce que tu as vraiment besoin de t'embêter avec ça, sachant qu'avec un outil complémentaire, c'est ReSharper, c'est très bien. Ça permet déjà d'appliquer plein de trucs. En plus, tu vois, tu as des techniques, tu vas dire vraiment, je vais changer de métier. Mais après, ton application, le but, je veux dire, si c'est pour qu'au final ce soit un truc automatisé qui te dicte comment tu dois développer, ça sert à rien. Aussi accessoirement, donc ce que tu fais, forcément, il y a des choses, et à un moment tu vas prendre des raccourcis, tu vas prendre des virgules, tu vas prendre des trucs, et je suis pas sûr que SonarCube, aujourd'hui, en termes de temps à investir, pour avoir une config déjà décente et qu'il ne va pas te cracher dessus, et ensuite appliquer à chaque fois tout ce que ça te demande, honnêtement, je suis pas convaincu de l'intérêt dans une application où tu as déjà des tests, où tu as déjà mis d'autres outils en place. Parce que si au final, tout est une question de coût, mais si une ligne de développement, donc on va dire 1 heure de développement, ça implique 1 heure de test unitaire, 1 heure de test d'intégration, 1 heure de je vérifie ma fonction, 1 heure de refactor, machin, je pense que tu n'as pas fini. Et du coup, il y a un moment, il faut quand même que tu arrives à avancer dans ton boulot, quoi. Il y a un truc que j'aime bien que j'aimais bien dans SonarCube, que je n'ai jamais utilisé ailleurs que dans cette énorme boîte. Là, ça commençait à faire sens et je vais expliquer comment on utilisait le duplicate code. Détection de duplicate code, ça c'est sympa. ReSharper le fait, aujourd'hui. Alors, oui, ReSharper le fait, mais quand ton application fait 4 millions de lignes de code, t'as pas envie de l'ouvrir dans Visual Studio. Un moment. Il va le faire à un moment. Donc,
Là, on est là, vraiment, là, tu vois, sur un gros projet. Mm. D'avoir dans une chaîne d'intégration continue un outil qui tourne en asynchrone, qui ne te bloque pas ta chaîne d'intégration continue, parce que ceux qui mettent SonarQube qui bloquent la chaîne d'intégration continue, C'est des psychopathes. c'est des psychopathes. Alors, c'est très juste, c'est un jugement complet, mais je ne choisirais pas de travailler là-dedans. Cette version ne sortira jamais. Ne sortira jamais. Donc on avait le duplicate code. Il y a quand même dans SonarQube, il y avait une fonctionnalité qui était les failles de sécurité, notamment dans les chaînes de caractères qui sont pas dont les caractères ne sont pas escapés, etc. Donc ça pouvait être intéressant. La dette technique, effectivement, ça c'était une métrique très appréciée des managers en disant oh, on a une dette technique. C'était intéressant qu'on l'ait parce qu'on pouvait, grâce à ça, justifier que dans la version suivante, on n'allait pas prendre 100% de notre temps de développement en feature, mais prendre 80% de feature et 20% de refactoring. De nouveau, on est sur une application avec une société qui a l'air insolite, qui a un autre type de budget. Et je je ne ne mettrais pas de faire ça, parce que si ton application c'est quelque chose que tu vas porter pour 5, 10, 15 ans, évidemment que tu vas le faire. On était éditeur de logiciels. Tu vois, on est sur... La démarche n'est pas la même. La démarche n'est pas la J'édite mon logiciel pour ma boîte Ouais. et je fais de la prestation. Exactement. Parce que la prestation, Exactement. forcément, il y a une contrainte de coût que, en tant qu'éditeur, tu vois différemment. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais tu vois Je la vois différemment. Et notre process pour justement s'en sortir avec, parce que SonarQube c'est quand même la Gestapo, ça faisait partie de notre cycle de sprint. Donc dans notre sprint review, l'architecte, on avait aussi par équipe des architectes, une personne qui était responsable de ça, allait analyser le rapport SonarQube, qui au début est tout rouge, et il allait dire ok, on avait serré la vis à fond. Donc c'était tout rouge dès le début. pour te dire c'est peut-être trop. Et nous dire, ok, en fait cette règle-là, on va l'enlever. Et on n'était pas, on corrige le code. Mais ça permettait aussi à nos architectes de dire, ah en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un pattern récurrent qui revient, donc on va se prendre la semaine suivante un petit moment avec les devs pour justement éclaircir pourquoi ce pattern n'est pas bon et proposer une alternative. Donc c'était un outil sur le côté pour ramener pas mal de métriques et qui était analysé non pas par des managers, mais par des architectes, qui étaient, et ça, effectivement, ça avait un impact financier parce qu'il y avait vraiment du travail investi là-dedans pour pouvoir analyser à peu près chaque erreur de SonarQube en disant ouais ok celle-là on va la désactiver parce que finalement si t'as mis tes brackets sur une ligne, on les veut sur 2 lignes, enfin ton return est sur la même ligne que ton if, et ça franchement sérieux on peut l'enlever. Mais on a quand même trouvé des choses vraiment intéressantes sur du code, et notamment le duplicat, ou bien par exemple SonarQube qui te ressort, ils voient une variable A, ils disent ça je pense que ça doit pas être bon. Et là on peut se dire ouais c'est un code, et c'était du code legacy, donc du vieux code, on se disait en fait oui quand tu lis le code on comprend pas ce que ça faisait. Donc on arrivait grâce à SonarQube aussi à se dire ça c'est la prochaine classe qu'on va refactorer dans la V suivante, parce que cette classe là elle fait 750 lignes et on sait pas ce qu'elle fait. Et quand on lit le code, on comprend pas. Donc SonarQube nous remontait ça. Bah, là-dessus, tu vois, j'aurais plutôt tendance à me dire, les classes pourries comme ça, tu les refactors, quand à un moment tu as un problème ou une amélioration à en faire, et tu l'as. La différence avec le modèle que tu évoques, c'est que toi, si tu te dis, bon, on fait 80% de feature, 20% de refactor, tu sais que toutes les sprints, tu vas rajouter des choses, et tu vas refactor des choses. Là où nous, c'est plutôt, aujourd'hui en tout cas, hein, c'est de dire, on a des développements à faire, et si tu tombes sur un truc qui est daubé, bon, bah, tu vas faire l'effort de refactor avant de passer dessus, parce que sinon tu sais que tu vas prendre plus de temps. Et je préfère que tu investisses un peu plus pour faire propre que de mettre du scotch et de dire, bah, à force de rajouter du scotch, ce sera pire en pire, jour où il faudra le refactor. Et ouais. Et pratiquement on ne rentrait pas dans cette classe parce que je me rappelle cette classe, elle s'appelait TCP Connection. Et quand tu lisais le code, tu te dis, ben si je change quelque chose là-dedans, dans un système d'application WPF distribué, tu dis si je merde un truc là-dedans. Là, tu en reviens à une question qui est périphérique un peu au test, mais la notion du refactor, c'est quand est-ce que c'est bien de faire un refactor? Quand tu as une bonne couverture de vague, test, quand tu as une bonne couverture de test, tu peux le faire. Dès que tu peux, j'ai envie de dire. Mais je suis plutôt boy scout. Est-ce que tu as besoin d'investir 3 jours de refactor pour un développement qui t'aurait pris 5 minutes dans une classe qui ne pose de soucis à personne? L'argent. Enfin, le curseur. Hein. J'ai envie d'être de ton côté et de dire non. Et de dire non, ça vaut pas la peine de passer, tu sais, je m'amuse jamais à parcourir l'arbre de mes fichiers, d'ouvrir ça. Ah, non, celui-là, je l'aime pas, il est pas beau. Non, je fais plutôt la technique du boy scout. Tu laisses un fichier source plus propre
que quand tu es rentré dedans, et on revient à si la classe fait 600 lignes et que je travaille dans une seule méthode, au moins cette méthode-là, si je travaille dedans, j'essaie de la laisser plus propre. Sans investir des heures. Ouais. Mais je fixe un bug en une demi-heure. J'ai investi 5 minutes pour faire en sorte que cette fonction-là, je m'assure que les variables ont des noms cohérents, corrects, etc. Au moins, ces 5 minutes-là, potentiellement, tu les gagneras, tu t'en serviras peut-être pas, mais bon. Mais 5 minutes, je m'en fous. Ouais. Ce qui m'embête, c'est de se dire oh, ça me plaît pas, et tu rentres dans des refactors de 3 heures pour quelque chose qui marchait très bien avant, c'était peut-être pas si affreux que ça, et il n'y avait peut-être pas besoin de remettre en cause toute l'application pour ça. Et c'est là qu'en tant que développeur, il faut pas se contenter. Enfin, ça dépend. Tu peux soit être le développeur où tu vois que ton code et pour toi 3 heures, peu importe ce que tu veux, c'est que le code soit beau. Dans des petites structures, ça marche pas comme ça, hein, parce que ces 3 heures-là, fatalement, soit ton client il va te dire pourquoi tu as passé 4 heures à m'ajouter un bouton de login, et tu dis ah, c'est parce qu'en fait j'ai ma fonction, maintenant elle porte un bon nom, et j'ai une search. Ben, lui il s'en fout, tu vois. Il n'y a pas de vraie réponse. La réponse c'est essayer de se sortir un petit peu de ce qu'on est, ce qu'on fait, de s'élargir l'esprit et de se dire est-ce que ce que je vais faire, ça va avoir un impact significatif sur la maintenabilité de mon application? C'est ça. Quel est le coût de cet impact et quel va être mon retour sur l'investissement finalement? Parce que si j'investis 3 heures mais que je gagne 2 semaines de debugging, il faut les faire. Ça, c'est sûr. Fonce. Si tu investis 3 heures et que c'est une feature qui va disparaître dans la version d'après, on le fait pas. Un truc que j'ai tendance à faire, c'est que si j'ai une feature à rajouter et que je vois que déjà, attends, ça devient compliqué parce que je commence un truc, je lui dis attends, cette méthode elle est appelée là, ah mais en fait elle passe par là, ah mais du coup ça veut dire qu'il faut, et que tu vois que tu es en train de mettre du scotch sur la ficelle du truc, tu dis bon, si moi j'ai ce problème sur cette fonctionnalité, je sais que demain il y en aura un autre qui aura le problème, etc. etc., etc. Là tu sais qu'il faut le faire. Après, refactorer toute une classe, admettons, bon, la règle des 30, par exemple, pour la citer rapidement, pas plus de 30 fonctions par classe, pas plus de 30 lignes par fonction, etc. Ça là on la connaît, c'est un truc qui m'est cher, vous le savez. Si maintenant je tombe dans une classe où toutes les fonctions font 35 lignes, mais qu'elle marche très bien, qu'elle est testée, et qu'il y a 35 fonctions de 35 lignes, ça va prendre du temps, mais c'est maintenable, tu vois, c'est gérable, c'est pas grave, tu vois. Donc quelle est la gravité, et encore une fois, quel est le ROI, quel est le temps à investir, qu'est-ce qu'on y gagne derrière? Parce que ça prend vite beaucoup de temps. Mais toutes ces règles, hein, c'est le prix conseillé, tu vois. Toutes ces règles qu'on évoque là, la règle des 30, ce sont des bons conseils si on les prend, si on les applique. On est quasi sûr de tendre vers un code qui va être facilement maintenable. C'est comme les principes solides, c'est comme toutes ces choses-là. En tout cas, si tu ne respectes pas ces trucs-là, ça te met des warnings un peu partout. Voilà. Attention, là, tu risques quand même de partir dans le mur. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, que si tu as une fonction de 60 lignes, tu dois absolument faire des pieds et des mains pour arriver à en sortir en 2 fonctions de 2 lignes, et pas de chance, en sortant une fonction privée, tu vas te retrouver avec 31 fonctions dans ta classe, donc tu vas te dire, faut que je fasse 2 classes. Non, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. C'est juste que c'est vraiment un peu comme des lunettes polarisantes à mettre de temps en temps, regarder son code, ok, là je suis dans les clous, une méthode de 60 lignes, non, je me pose la question, est-ce que je peux faire en 2 fois? Est-ce que je peux sortir des trucs? Est-ce que je peux le rendre plus clair? Il faut pas stresser et se dire que je commit pas parce que j'ai 31 lignes. Et là, si tu le fais en TDD, chaque fonctionnalité va être à l'endroit où elle a besoin d'être et chaque fonction va avoir un périmètre restreint. Donc, quand tu fais du TDD, c'est compliqué d'avoir une fonction 30 lignes et une classe de plus de 30 fonctions. C'est compliqué. C'est compliqué à tester aussi. Les fonctions qui font plus de 30 lignes, généralement, c'est quand tu as commencé à développer un truc, tu as fait des rajouts. Tu arrives rarement avec une fonction où tu dis allez, go, 30 lignes. Ou alors c'est que sur ce que tu comptais faire à la base, il y a eu des étapes intermédiaires. Ces étapes intermédiaires font peut-être du sens d'être ailleurs que dans ta classe que tu as en cours. Par exemple, un service qui va ajouter un objet, peut-être que tu as la validation qui est faite entre temps, et c'est intéressant de mettre la validation dans une classe dédiée à la validation de ton objet. Et ça en TDD, ça vient naturellement, c'est pas un truc auquel tu as besoin de réfléchir. La règle des 30 lignes, aujourd'hui, je pense que chez nous, il n'y a plus de personne qui se l'applique parce qu'elle est naturelle en fait. C'est comme ton clignotant quand tu conduis. C'est un automatisme maintenant. Tu réfléchis même plus. Tu mets pas ton clignotant quand tu conduis. Si, mais en France, vous laissez quand vous faites un dépassement. Je sais pas, j'ai pas le coup. Bon, Pourquoi je parle voiture avec Bon. Est-ce qu'on peut éventuellement aborder le sujet des métriques? On a un petit peu parlé avant, on n'a pas vu code coverage, mais on a parlé des autres. Sortie du code coverage, je pense, quand
je pense que c'est le plus important sur les tests, en Ouais. tout cas les tests automatisés. Après, on a parlé des métriques SonarCube si besoin est. Ouais, bah, il y en a une qui me vient en tête qui est intéressante parfois. La complexité pratique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas du tout. En fait, c'est un bête truc qui, à chaque fois que tu as un if, un for, une accolade, compte 1. Et Et donc, donc, t'as pas des méthodes où il y a 5 if avec. voilà, 5 if imbriqués, 3 for imbriqués les uns dans les autres. Cette métrique-là, elle était intéressante et effectivement sortie par SonarCube, de se dire, ouais, ce serait peut-être bien de garder assez de fonctions parce qu'elle est certainement incompréhensible. Ah, c'est quand plus tu- la quand tu lisibilité, commences c'est la lisibilité au final. Voilà, et il y a des techniques aussi très simples, hein. On fait souvent, vous avez peut-être déjà fait, je prends 3 paramètres et tu veux vérifier que tes 3 paramètres, des if, si ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou bien je fais des if imbriqués. Il y a des techniques en se disant, la première chose que je fais, c'est j'inverse mes tests et si je sors le plus tôt possible de ma fonction, comme ça j'enlève des imbrications de if, etc. Ça, c'est automatique. Ouais, c'est- Et ça, mais voilà, mais ça peut Ça, montrer. c'est tout seul, ouais. Donc il y a ouais, les O de n pour les algorithmes, ouais, les O de n carré. Alors c'est pas tout à fait la complexité cyclomatique, ça, la complexité cyclomatique, c'est l'imbrication de code en termes d'arbre décisionnel en fait. Et plus c'est compliqué, fatalement, plus aussi les gestionnaires de code, enfin, les exécuteurs. Après, ça c'est un truc, c'est pas compliqué, c'est quand tu regardes ton code et que tu vois qu'il fait pas ça, mais qu'il fait un truc comme ça, tu sais déjà quand tu vas redéboguer un truc dedans. Sauf ça- quand tu fais du Python, parce que... Quand il faut scroller dans le Ah non, pire quand tu fais du Python, parce qu'il y a l'indentation en fond. Ben justement, ça n'empêche pas, parce que ça veut dire que ta même méthode, elle part tellement loin c'est qu'à vrai. moins d'avoir un écran de 47 pouces, t'es incapable de bosser correctement. Ok. Et ça, c'est pas ok. Je vois, j'ai pas parlé de cyclomatique. Ouais, il y a les O de n et les O de n carré. Ça, je sais pas s'il y a des outils qui les sortent sur les algos. C'est une bonne question. Savoir si combien de... Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est quand on fait pour un algorithme de recherche, par exemple, c'est au pire combien de tours de boucle je dois faire pour faire ma fonction. Donc si je fais un for, au pire c'est effectivement O de n. Alors sur 30 éléments ça va, sur 1 million. O de n carré, si tu as ça, c'est bon. Ouais. Il y a O de n aussi, ouais. Il y a ça. Une autre métrique que j'aimais bien, parce que faut faire, on a parlé du code coverage, et j'ai déjà vu un peu de consultance aussi. J'ai déjà vu des managers qui ne regardaient que ça. Donc faut leur expliquer comment on a fait, ça ne sert à rien. Il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est des métriques. Ça peut être de regarder l'évolution du nombre de lignes de code par rapport à l'évolution du nombre de lignes de test. Attention, pas faire une fonction en disant si tu as ajouté 100 lignes de code, il faut 100 lignes de test en plus, ça veut rien dire. Mais si on regarde les deux courbes et qu'on voit vraiment que le code s'éloigne trop loin de la courbe de la ligne de test, on peut se poser des questions. Parce que je vais donner un exemple très, très simple qui peut vraiment nous éloigner en temps de rajouter du code de prod mais pas rajouter de ligne de test. C'est je fais ce qu'on appelle des TO, des data transfer objects, ou des POCO, plain old C# object, etc. Où en fait c'est quoi? C'est un objet qui ne fait que de retenir des variables. Pour les grouper ensemble, ça fait sens. Un livre, par exemple, ma classe livre, mon entité modèle qui n'a pas de logique. C'est juste, je mets tout méchant, je teste pas ça. Donc fatalement, si je rajoute sur le commit que j'ai fait cette semaine, les commits que j'ai fait cette semaine, j'ai rajouté 15 classes modèles parce que j'ai défini mon modèle de données avec des getters et des setters. Tu peux tester les getters. Getters, maintenant. Ils vont être couverts si à un moment dans ton code, tu as eu besoin de cette variable en get ou en set. Donc, ce ne sera pas du tout testé, mais de là à forcer de dire. Parce qu'il y a forcément des classes où la récupération de la donnée, par exemple le nom de ton livre, ça se trouve que tu ne sers pas du tout à juste stocker et l'utiliser dans le front, tu n'auras jamais l'info que c'est utilisé ce truc-là. Et ça va arriver. Donc effectivement, rester bloqué sur il faut une couverture à 100%, c'est pas malin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir éventuellement si de manière générale ton application elle est OK à 80% de code coverage, si ça commence à descendre, t'as un ratio logique quand même. Ça, c'est un en fait, Si tu vois que ça ne fait que décroître, ça veut dire qu'il y a quand même des tests qui ne sont globalement pas faits. C'est l'évolution de la métrique, c'est pas la métrique en soi. Exact. Et c'est de l'analyse. Je ferai toujours de l'analyse humaine là-dessus. Et pas une analyse automatique. En fait, si tu veux, Richard Perle le fait comme beaucoup d'autres outils, c'est de dire ça, tu me sors du résultat de code coverage. Mon modèle de données, je m'en fous. Les migrations, je m'en fous. Les contrôleurs, bon, si c'est juste des passe-plats, potentiellement tu peux dire je m'en fous. Mais mes services, ma logique métier, celle-là, elle doit être à 100%. Tu ne peux pas avoir dans quelque chose qui est de logique complètement métier, quelque chose qui n'est pas couvert à 100%. Parce que ça veut dire qu'il y a du code là-dedans, si demain il pète, c'est normal.
Donc ça, j'aurais tendance à dire, sur certaines portions, sur certaines classes, 100% oui. Là, c'est important, mais pas sur l'entièreté d'une application. Et chercher le 100% pour le 100%, on l'a déjà fait, hein, des fonctions automatiques qui te parcourent par réflexion tous les objets et dire bah, je teste tout et puis oh le get L7 marche. Et là en fait si tu réfléchis, ce que tu viens tester c'est est-ce que mon langage fonctionne. Pas sûr que t'en aies besoin de ça. Sauf si tu fais du Java, parce que le get L7, tu vas l'écrire toi-même. Je crois que ça c'est plus le cas d'une version récente. C'est vrai, ils l'ont Ouais, fait. Non, je suis en train de médire sur Java. Automatique. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur le chat qui va nous dire ouais, voilà. C'est- Ah, voilà. Ah, mais je sais qui c'est du coup. il t'aura fallu combien de streams pour comprendre cette version? Tu sais que c'est ton acolyte du 10. jeudi. Hein. Moi, district. Déjà 10 streams. Ouais, je pense. Ah moi joyeux anniversaire. J'ai pas en tête d'autres métriques qui me viennent. On avait, ouais, la dette technique, on en a parlé, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. L'outil SonarQube peut sortir une valeur. Alors ça peut être en jours, ça peut être en mois, souvent c'est en années. C'est combien de temps il nous faudrait investir dans l'outil pour ramener la code base dans quelque chose d'une qualité cohérente avec comment vous avez configuré SonarQube. Et la plupart du temps, la première exécution de SonarQube, je regarde, comme disait Laurent, mon application elle a 4 mois et il me dit vous avez 6 mois de dette technique. Ok. Alors en France suisse, vu que c'est une dette, je pense que je pense que SonarQube tu peux lui mettre le ratio combien ça te coûte une journée parce qu'il y a des managers qui préfèrent effectivement voir les sous. Mais alors ça, en fait, c'est intéressant de voir un petit peu, de suivre l'évolution. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, comme tu disais, c'est l'évolution de la métrique. Tu as ton SonarQube qui dit, vous avez 3 mois de dette technique, tu vas pas t'arrêter 3 mois, passer dans un tunnel et corriger tout. C'est pas vrai. Normalement, tu apprends tes erreurs et tu ne fais plus du code qui est de la dette technique parce que la dette technique. Bref. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si, au fur et à mesure que tu écris ton application, ta dette technique ne fait que augmenter, oui, là, tu peux te poser la question sur comment tu développes. Être focus sur ces métriques-là, donc j'ai la dette technique, je trouve que c'est quelque chose qui est très subjectif. C'est pas enfin, ça dépend clairement de ce que tu considères comme étant de la dette technique ou pas. Si tu considères que de la dette technique, c'est maintenant par exemple pour citer C#, j'ai fait un for each alors que j'aurais pu faire du link queue, c'est pas grave. Ça peut être écrit plus joliment, mais c'est pas grave. Ton application, c'est pas pour autant que c'est de la merde. Et cette dette technique, tu te dis au final, si à chaque fois qu'il y a un truc nouveau qui sort, tu forces à l'appliquer dans toute ton appli, en fait, tu capitaliseras jamais sur rien, parce que dans C#, dès qu'il y a une nouvelle version, la syntaxe du switch qui a changé, le if que tu peux faire en uni, tu vois ce genre de truc, si à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, tu l'appliques et tu attends d'avoir tout fini avant d'avancer sur ton appli, tu capitaliseras jamais sur rien. Parce qu'une application qui a pris 3 ans de développement, à chaque nouvelle version de C# ou d'Angular, tu vas passer ton année à refaire ce qui est déjà fait, tu n'avanceras plus. Donc la dette technique, selon SonarQube, c'est quand même une vision qui est très, C'est pour ça que je dis très étriquée, je trouve. C'est pour ça que je dis que l'évolution elle est intéressante. Prends ton cas, ouais, ils sortent une nouvelle façon de faire le for each. Tu as fait des for each, ils ont sorti LinkQ, ils te disent maintenant, dette technique, utilise LinkQ plutôt que faire des for each. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que la dette technique, elle augmente pas. C'est qu'à partir de ce moment-là, j'arrête d'écrire des for each, parce qu'on l'a dit avant, je vais pas les modifier du code qui fonctionne si j'ai pas besoin de le modifier. Voire elle réduit, parce que si à un moment tu tombes sur une fonction où effectivement c'est fait de l'ancienne façon, alors là, effectivement, tu vas le reprendre. Mon approche de la dette technique, c'est si elle monte, c'est grave. Si elle reste droite, enfin si ta courbe ne fait qu'augmenter et que même elle fait augmenter de plus en plus rapidement, la dérivée de ta courbe monte de plus en plus, là tu as un problème. Si tu arrives à la maintenir, si tu arrives à même la faire descendre, c'est bien. Mais descendre, en fait, c'est presque même super important qu'elle descende lentement, parce que sinon ça veut dire que tu es en train d'investir du temps pour corriger des choses. Dans l'eau, il y a peut-être des choses qui sont vraiment pas importantes. C'est juste du confort, c'est tu dis bon bah les prochaines fais les mieux, mais là maintenant t'as pas besoin de le reprendre. On fait aussi en code review, quand on fait des code review, et des fois je dis ça c'est pas ouf, mais maintenant on va pas reprendre 2 heures sur une fonctionnalité qui a pris 1 heure de développement pour dire bah écoute tu vas refaire ça parce que ça me plaît pas trop. Non, le prochain fait différemment. Et si un jour t'as un problème dessus, tu le referas correctement à ce moment-là parce que t'es déjà dedans. Mais refaire pour refaire jusqu'à ce que ce soit nickel, bon au bout d'un moment c'est pas non plus la solution. Et ça, tout ce qu'on dit là, ça pose problème dans des très grosses boîtes avec du management qui regarde des chiffres, qui sort des fichiers Excel. Si jamais vous avez ça dans votre vie de développeur et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui
prennent des décisions sur telle métrique, parlez-en, parce que... Par exemple, le Essayez. numéro s'affiche en bas. Parlez-en, ouais. 36-15, au secours, mon manager regarde que les KPI. Bah, en fait, ça met des pressions sur les développeurs pour pas grand-chose, parce que à un moment, quand tu commences à coder et que tu te dis je code parce que je veux garder mon 97% de coverage, Pas l'objectif premier. Hein. c'est chaud. On est clairement en train de dériver du sujet, mais il y a un truc, j'ai un étudiant qui cette semaine m'a demandé, a été surpris qu'en tant que directeur technique, du coup, je fasse encore du code. Et du coup, c'est à ce moment-là que je lui dis que je pense qu'un manager, dans l'informatique, si c'est juste un manager ou quelqu'un qui encadre sans savoir comment tu fais le boulot, je vois pas, je comprends pas, et là le chat pourra me contredire ou n'importe qui autour de cette table, mais je sens que la régie est de mon côté, donc j'ai au moins 50% des voix, qui est cool. Je comprends pas comment un manager qui ne sait pas ce que c'est que du développement, qui ne sait pas ce que c'est qu'un cahier des charges, sortir de la tête du client pour essayer de le développer et se rendre compte que ce qu'il t'a exprimé, ce qui a été réalisé, ça ne fonctionne pas. Arrête, ça fait... Pardon, c'est en train de m'énerver comme sujet. Je comprends pas qu'un manager en informatique n'ait pas un bagage suffisant, un bagage technique pour comprendre ce qu'il vient encadrer. Oh, j'ai pas envie de me lancer sur le sujet, mais... Ce sera un prochain stream. Ah, On va faire- ça rentre là-dedans, tu on vois. va faire un stream sur l'école de management. Vous pourrez rentrer dans l'agile là. Je dis pas que attention, management c'est un métier, enfin manager c'est un métier à part, c'est un truc qui vient en plus Ouais. pour moi de certaines compétences. Je dis pas que c'est vrai dans tous les métiers, il y en a peut-être où t'as pas ce même besoin, mais on la connaît la discussion. Ton chef d'équipe te dit il faudrait faire ça comme ça, le développeur qui dit ah non je peux pas parce que tu comprends, il y a telle interface qui est héritée de. On s'en fout de ça. Et t'as un niveau de bullshitomètre en fait entre eux deux, entre celui qui regarde ses indicateurs et celui qui se dit il comprend rien à la technique, je peux en fumer comme je veux. C'est des relations qui pour moi, dans ce secteur d'activité, ne peuvent pas fonctionner. C'est impossible. J'avais une fois utilisé l'image de me dire si un boucher venait expliquer à un boulanger comment gérer son business, ce serait évident que les gens se diraient bah non. Pourtant, il y aurait quand même une compétence de vente, service à la population, etc. Tu peux trouver des lieux. Donc, moi, ce que j'aime bien, effectivement, les meilleurs managers que j'ai eus, c'est ceux qui sont venus du technique, sont montés et qui gardent cette patte technique parce que tu peux avoir. C'est un canal de communication exceptionnel parce qu'effectivement, quand tu dis ma feature, je pense qu'il faut 5 jours. Tu peux lui expliquer, évidemment, il va toujours te demander de le faire en moins de temps, mais tu auras au moins un truc de discussion et tu peux dire, mais pour ces raisons techniques, ça c'était les meilleurs managers que j'ai. C'est une question de crédibilité aussi. C'est sinon, qu'est-ce que tu parlais du boucher, le mec il a géré sa boutique de boucherie toute sa vie. Demain il va dire au boulanger comment il doit faire. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Pourtant il était gérant dans les deux cas. Il a géré les trucs. Oui, mais c'est pas le même métier. On fait pas ça de la même façon. Non, On va dire c'est ça. pourquoi tout si tôt le matin? Bah parce que le pain c'est le matin. Autant embaucher un happiness manager qui t'apprendre quelqu'un qui connaît rien en technique. Au moins il sera drôle, ouais. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Ouais. Vous avez un happiness manager maintenant? Oui, on a un happiness manager, ouais. Plusieurs. Ah, Ah, ça c'est encore plus beau si vous êtes tous des happiness managers. c'est ça, ils sont tous tellement contents, ils s'en rendent pas compte qu'ils On sont met tous tous ces petits responsables parts de la 3 étoiles. Ça va être un happiness manager. Ah, le système des étoiles est toujours là. Non, il n'a pas survécu au Covid. C'est vrai. Ah, Pas sur les codes des mais si je connais celui qui a mis ça en place. Qui a aidé ou qui a amené l'idée, c'est pas. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres points à Un tout aborder? dernier sujet, mais on en a déjà un petit peu parlé, donc ce sera peut-être un peu court. C'est comment est-ce qu'on fait, dans le cas des tests end-to-end, pour gérer comme des données? Est-ce qu'on clean la base de données à chaque fois Un dernier bon sujet, on n'est pas là. Alors, la façon la plus simple et la plus confortable, c'est je fais. Pardon? C'est d'en avoir rien à faire et de se dire au final, c'est le client qui teste, on passe à autre chose. Les 22h30, je peux rien faire. Blague à part, tu prends du coup ta base de données, tu as une base de données de template de base qui est restaurée tous les soirs, ton test SidePress il tourne en entier tous les soirs là-dessus, et ton environnement, ça devient presque test unitaire puisque tout est maîtrisé de bout en bout. Voilà, donc t'as pas de surprise, c'est que si ça tourne pas, c'est que ça va vraiment pas tourner. J'ai exagéré volontairement pour forcer le trait. C'est-à-dire que tu maîtrises tout, donc il n'y a pas de surprise de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais oui, on peut dire que c'est une test de composants, si ça te fait plaisir. Je t'accorde ce point de la finesse du trait. Ah, Voilà. Tu vois, je dis, j'ai mûri. Oui, t'as compris, oui, effectivement. L'autre façon de faire, c'est de te dire qu'éventuellement ton test est autosuffisant. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai
On va reprendre l'exemple du livre. Le premier va ajouter le livre, le deuxième va modifier ce livre, le troisième va supprimer ce livre. Donc en théorie, de A à Z, tu es parti, je m'en fous d'où je pars, mais quand j'ai fini, j'ai tout nettoyé. Ouais. Et ça implique que ça tourne, parce que si ça tourne pas, que la modification l'a merdé, la suppression ne tourne pas, la fois d'après, tu vas avoir ta base en mauvais état. C'est pas forcément l'idéal. Ou alors, après, dans tes tests end-to-end, tu fais du tri, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu sais que c'est dépendant de la base de données et ça va être pénible à faire. La meilleure solution, c'est la première, mais elle te nécessite un environnement propre pour faire ça. C'est des moyens, c'est toujours une question de moyens. Et si tu mets des moyens partout, tu as un environnement de test qui est impeccable, et du coup, tu sais que tu partiras toujours de là et tes données sont maîtrisées. Test, staging, prod, etc. Oui, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on a le développement local, on a le test, on a la prod. Il manquerait un environnement de staging où le cadre est maîtrisé. Ouais, Ça, Cypress, etc. Si tu regardes quand même dans la définition d'un test, dans les tests, quand on t'explique, enfin, le mieux, c'est de ne jamais considérer dans un test un résultat qui viendrait d'un autre test. Ne pas considérer que je teste l'update après l'insert. Parce que normalement, ils ne sont pas censés tourner dans le même ordre. Si on prend les tests Angular, ils le font. Chaque fois, c'est random. On peut lui dire tourner toujours dans le même ordre, mais... Les tests unitaires en C#, le fichier est toujours exécuté dans l'ordre aussi. Voilà, mais on ne devrait pas penser à ça. Ce qu'on avait fait, nous, c'est carrément... Donc maintenant, comment je teste un update? Je peux tester un update d'un record dans une base de données. Comment je teste l'update? Ça a été bien fait. Parce que si je veux updater, c'est-à-dire que la donnée, elle est là. Donc, est-ce que j'insère une nouvelle donnée avant chaque test? Ce serait pour moi la bonne solution. Tu veux tester l'update, tu ajoutes l'insert. Mais alors tu l'insères comment ta donnée? En utilisant ta fonction d'avant qui est la add, et donc si ton add pète, tu auras le test du add qui va péter, mais tu auras le test du update qui va péter aussi parce que tu n'auras pas pu faire ton add. Alors on avait solutionné ça d'une autre façon, c'est le côté un peu snapshotting, c'est-à-dire que avant mon test de add, je charge ma base de données vide, et puis quand à la sortie de mon test, ma base de données, et chaque test en fait est responsable de venir avec son contexte. C'est le fameux 3A, Arrange, Act, Assert. C'est d'abord je mets en place les conditions de test, ensuite j'exécute la fonctionnalité que je veux tester et je fais une assertion derrière, donc je vérifie le comportement. Mais ça, vraiment, quand on veut le faire à 100, imaginez le nombre de backup restore de database que ça met sur des tests, ça peut devenir même horrible. Dans Cypress, ça, tu ne peux pas l'automatiser. Ouais. C'est pas possible, ça. Tu peux pas dire à ton test Cypress, tiens, restaure-moi une base de données, il ne saura pas faire. Ou alors tu fonctionnes sur base de feature, et ça, tu fais sur ton environnement. Tu parviens à faire du mock, donc tu n'as quand même pas ce test complet, tu vois, de bout en bout. Tu as un environnement pilotable, et disons que j'imagine que dans Cypress, tu peux faire un appel à une API qui n'est pas ton appli. Ouais, après, c'est du JavaScript, donc comme tu peux faire ça. Donc tu ferais. Donc, après, tu es en train de gruger. Pour moi, si tu veux vraiment faire un truc propre, c'est la base de données de départ, c'est ça, tu lances tout, s'il y a un truc bête, tu restores tout et tu recommences tout. Ouais, mais alors du coup, tu mets ça assez haut dans la pyramide, dans les tests coûteux, dans les tests qui prennent du temps à exécuter, et que je n'exécute pas régulièrement, enfin aussi régulièrement que les tests unitaires. Mais je me le fais une fois par jour, au moins, fin de journée. Il y a un truc qui m'embête dans ce fonctionnement-là, c'est que tu prives aussi de la détection d'erreurs qui sera arrivée sur un truc que tu n'as pas pu prévoir. Ouais. Si à chaque fois, même mon livre, je l'aime beaucoup ce livre. Oui, c'est un très beau livre. Tu rentres dans le premier livre de ta liste, ou le dernier ajouté par exemple, et tu essaies de le modifier. Quoi qu'il arrive, tu fais toujours ça. Peut-être qu'à un moment, tu vas tomber sur le cas où, attends, mais ce livre qui était configuré comme ça, celui-là, j'ai pas pu le mettre à jour. Si tu avais toujours pris la même base de données, ça serait toujours passé. Et là, à un moment, tu vas trouver que par hasard, ça t'a découvert un truc que tu n'avais pas prévu. Donc là, ça devient quasiment de l'exploratoire, puisque tu vas tester de temps en temps sur des trucs nouveaux. Et ça, je trouve ça quand même intéressant, parce que c'est une dimension qui va te permettre d'avoir écrit des tests qui vont chercher plus loin que ce que toi, tu refais. Et donc ça, c'est un côté que je trouve intéressant. Mais, des fois, il y a des trucs qui vont péter. Non, c'est pas censé péter sans raison. Et si tu dois pouvoir le mettre à jour, tu dois pouvoir le mettre à jour. Je me rappelle plus le cas, mais je sais plus ce qu'on avait fait. J'ai été appelé un jour, c'était un 25 décembre. On devait déployer, puisque évidemment, on devait déployer un hotfix pour un client qui, dans les fêtes de Noël, utilisait. Et j'ai été appelé le soir. Et le problème était que dans le code, pour quelconque raison, le code allait péter le 25 décembre. Il fait 25 décembre. Je pense que c'était parce que c'était genre un jour de ce que le 25 décembre tombait un week-end ou un truc comme ça, cette année-là. Donc,
ce genre de test où tu dis ouais, tu peux découvrir un truc aléatoire. Oui, sauf que j'avais fait mon petit hotfix depuis chez moi, tranquille. Je pousse mon hotfix, j'étais super. C'était con, hein. C'était une faute d'orthographe dans un display. Donc c'est vraiment, tu changes un S, mais tu le pousses sur la chaîne d'intégration continue qui te dit déploie pas. Parce que j'ai un test qui pète. C'est son rôle. Donc tu vois le côté chose aléatoire, dans ce cas précis-là, j'étais pas très Il ne faut content. pas que la partie aléatoire bloque ton déploiement. C'est ça, Tu peux ouais. le mettre à côté comme dans un sonar. En fait, Voilà. si tu veux, chez nous, le Cypress est décoré des déploiements. Ok. Mais de toute façon, tu as besoin que ce soit déployé pour C'est trop long. exécuter. T'imagines, si à chaque fois que tu fais un commit sur test, à 3 heures de test qui s'exécute derrière, c'est pas possible. Ouais, enfin si tu pourrais, j'imagine, lancer Cypress dans un Docker et avoir ton application qui tourne dans un autre Docker, parce que tu as besoin d'un environnement qui tourne pour ton site. Oui, c'est pour ça qu'il tourne de façon asynchrone tous les soirs à minuit. Ok. Et c'est votre environnement de staging. C'est test et staging, c'est le même. C'est mieux. Oui, enfin. Ouais, c'est cool. Voilà. Le tour des sujets. Alors, je pense que si on nous arrête pas, on peut continuer longtemps. Faudra une Je autre pense bière. que ça fait déjà bien 2h30. hein. Ouais, c'est. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a duré, On ça dure un parle certain de temps. Pas mal de choses. 2h40, ouais. On peut, Ouais. on peut ouvrir les questions au chat s'il y en a. S'ils en ont, ouais, ça fait un moment que. Donc on a- Tout le C'est monde vrai qu'on dort. a parcouru quand même un paquet de sujets, un paquet de points de vue aussi. Je suis schéma que je vois encore derrière. Ils vont mettre un coup éventuellement dans le schéma. Non, je pense que les gens ont compris. Allez, celui-là, un petit hein. coup. Ça va, je pense que là, ça ira. Et... Et je suis quand même assez impressionné, tu as réussi à ne pas avoir les trois cercles qui sont. Ah ouais, oui, ça par contre, Ils c'est sont- pas vrai. C'est vrai C'est qu'on bon, peut- ouais. C'est bon. Hein. Et comment tu décrirais les trois intersections? Qu'est-ce qu'il y a au centre? Néo. Le bug. C'est le surtest, c'est la surqualité comme on l'appelle. La surqualité. Ah. Bah, c'est vrai que la surqualité, c'est au final, si tu testes tout 3 fois, c'est de la surqualité, tu investis trop de temps par rapport à Mais ce t'es que- triplement sûr que ça marche. Pas fou. Ça fait Ah, il manque le test humain aussi. test humain. Ça marche, ouais. Il manque ça là-dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, Pour c'est un avoir truc la surqualité. Techniquement, c'est un truc qu'on fait plus, ça, le test manuel. C'est que si t'as un truc à tester, autant l'automatiser. J'espère que je n'ai pas mes anciens collègues de test manuel qui t'écoutent. Et ils ont qu'à apprendre à faire du test, parce que je veux que je dise. Je pense que si on n'a plus de questions dans le chat, on pourra laisser Pour tout aller- tout dire, le test manuel, on en fait encore chez nous. Hein. La boîte où je bosse pour l'instant. Les cas un peu use case. Donc pourquoi ne pas le scripter? Parce qu'il faut être un petit peu créatif, comme peut être un client. Pour... Après, si tu tombes sur un problème, du coup, tu scriptes. Oui, ah oui. bien sûr. Mais oui, si tu fais juste le C'est faire un test naïf, oui, ça je comprends effectivement ne pas le scripter, sinon ça prend un déplomb. Je veux dire, si je suis en train de développer une fonctionnalité où je dois avoir un bouton interne droit, je vérifie que j'ai un bouton. Oui, donc Et que clairement. quand j'appuie dessus, il y a bien un cas qui C'est part. plus pas prendre l'appli, te dire, ok, là, la vie de 60 ans, et il faut. Oh, on a une question, gros Oh, on a une question. Attention. Petite question. Ah, Non, on n'a pas le droit parce que ça fait bouger la caméra. Rien à voir avec les tests. Non. Ok, super. Ah, bah, du coup. Non, le castor n'est pas hermaphrodite. oui. Alors qu'escargot. Effectivement. L'escargot l'est. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on crie l'escargot. Il n'y a pas grand chose. Et les tortues. Et tortue. Ah, C'est horrible. Enfin, Oui, oui, non, c'est pas- horrible, ni drôle. Et... Est-ce qu'on fait ça de la fourmi ou pas? Attends, la question, on l'a. Vous pensez que l'utilisation de diagrammes UML est une perte de temps? RPZ le CNAM. Ah, on a quelqu'un du CNAM. Vraiment rien à voir. est-ce que je peux la prendre celle-là ou pas? Ah, Je risque d'être assez catégorique sur le sujet. Hein. allez, Vas-y, après je donne ma réponse après. Ok, Laurent. Vous pensez que l'utilisation de diagrammes UML est une perte de temps? Oui. C'est carré. Concrètement. C'est tout? Si on fait du TDD, si on crée le modèle une fois qu'on en a besoin, si je me dis j'ai tel objet qui a besoin de tel objet dans telle fonctionnalité, etc., on n'a pas besoin, j'ai vu ça, on n'a pas forcément besoin de faire un UML avant. Aujourd'hui, chez nous, il n'y a personne qui fait un UML avant, il me semble pas. Alors, tu fais vite fait un schéma de tel objet. Ouais, enfin, tu fais un gribouillis, mais un UML. Alors si on parle d'UML, pour en parler, c'est-à-dire, je te dis pas, projette vaguement les différentes classes que tu vas avoir besoin. Oui, ok, mais faire un UML propre avec le 1N, voilà, et etc.,
Non, je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire. Après, dans des cadres particuliers, j'essaie de redorer un peu le blason. Non, mais Moi, je vais- au quotidien, ça ne te sert à rien. Mais c'est comme le TDD. Le TDD, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est indispensable de l'appliquer de A à Z? Non, c'est la même réponse. Mais une fois que tu sauras le faire, tu auras un automatisme qui fait que tu n'auras plus besoin de le faire. Et savoir faire un UML, c'est bien au début, tu apprends comment ça fonctionne. Et après, tu vas pas en faire un chaque fois. Après, c'est dans ta tête, ça va tout seul, t'as plus besoin de le faire. Parce que t'imagines maintenant, si tout le monde, à chaque fois qu'il a une fonctionnalité à faire, il doit se taper le bout de papier avec l'UML, il doit écrire l'algo en pseudocode, parce que ça aussi on demande de faire l'algo en pseudocode. Tu vas écrire ça, ensuite tu vas écrire ton test en TDD, après tu vas tout faire de A à Z, laisse tomber, ça servira à rien. Mais il faut quand même savoir le faire pour que tu n'aies plus besoin de le faire au quotidien. Voilà quel était mon point de vue. Est-ce que tu peux compléter ou me dire que c'est Ah non, absolument indispensable? on a un petit retour. Dans mon ancienne entreprise, on m'a dit que ça servait à rien, mais je vois ça comme un gain de temps au niveau de l'insertion de nouvelles fonctionnalités ou pour tous les nouveaux devs de l'entreprise. Ça sert de documentation projet. Oh non. Merci pour ce retour, Loading in Bonne Progress. soirée à tous. La documentation, c'est la fin du stream, hein. la documentation du projet, ce sont les tests. Non, moi je voudrais bien répondre Avec carte rouge directement. sur l'UML. Est-ce que je fais de l'UML sur toutes des features? Non. Est-ce que je fais de l'UML pour de vrai? Pas tant que ça. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes dans l'UML, spécialement quand on parle avec les clients. Quand on essaye de comprendre le flux d'un client, d'abord on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. D'avoir suivi à l'école un module d'UML, ça permet d'avoir des compétences en petits dessins de schéma qui vont permettre de se comprendre avec le client. En fait, après, tu fais dans ta tête. C'est de l'expression de besoin, C'est de la l'expression, réalisation en fait. Est-ce que j'ai déjà utilisé de faire des schémas UML avec cette super fonctionnalité de générer de code? Non, jamais. Alors ça, jamais, j'ai jamais fait parce que depuis des schémas d'UML, tu peux générer du code. Mais j'ai eu aussi, je donnais des cours de Java pour code chez Orsys. On avait aussi cette partie UML. J'ai jamais passé trop de temps à expliquer tout ce que UML peut faire, mais vraiment il y a des points importants. Avoir des fois une vision, un schéma d'acteur, savoir quelles sont les différentes personnes qui vont pouvoir utiliser dans l'application, schéma de process, il y a ça qui se passe, puis il y a ça qui se passe, ou bien sur des algos complexes. Dans la boîte qu'on avait, c'était ok, d'abord je lance l'enregistrement du clip, ensuite je fais ça, et quand le clip est terminé, ok, sur des trucs super complexes. Tout ce qu'on peut apprendre dans l'UML est bon. Est-ce que je le fais en UML à 100%? Non, je prends des concepts, j'aime bien les différents acteurs avec les barres droites, et puis ça part de là à là, puis il y a un asynchrone qui vient là. Tu vois, quand on fait ce genre de développement, ce genre d'architecture, c'est intéressant. Apprendre l'UML pour faire un diagramme de classe, c'est bien parce que ça va vous aider quand on dessine son architecture, quand on y pense. C'est plutôt des outils plutôt qu'un réel besoin, tu vois, Bien l'avoir vu, ça donne une manière de réfléchir et d'aborder les choses. Ouais, parce que de toute Après, façon, on dans des continue. méthodes agiles, tu vas pas te taper les diagrammes de classe, les diagrammes de package, les diagrammes de je sais plus Non, quoi. parce que ça, Et Non, parce que dans pour ton chaque test, ticket, ça ne sera jamais à jour. Si toi tu mets à jour dans une doc, tu peux être sûr que tu vas le faire à un moment. Après, ça va être oublié. Et quand tu vas retomber dessus, ce sera pas à jour. C'est toujours comme ça que ça se passe. ouais, voilà, le Loading Progress qui nous dit les use cases, les diagrammes de use case, d'écrire des use cases sur des algos complexes, etc., c'est quand même assez utile. Et UML te donne un cadre pour le faire quand même bien. Donc si tu le connais, c'est bien, mais je me casserai pas la tête. Encore une fois, à ne pas systématiser dans tout ce que tu fais, devoir claquer un diagramme UML dès que tu fais la moindre fonctionnalité, ça n'a, à mon avis, pas de sens. Parce que de toute façon, celui qui va le faire, il sera pas maintenu derrière, et dans 3 semaines, ce sera plus valable. Et puis du coup, tu diras, super, il y a une doc, mais bah, elle est pas à jour. Donc au final, ça sert à rien. On a Golmar qui nous dit un dev qui découvre une app va pas regarder tous les tests. Un dessin qui représente ce que fait l'application, c'est plus intéressant, je trouve. T'imagines la taille du dessin? Non mais c'est le même sujet. Je veux dire, si t'as les points complexes, je dis pas. Voilà, les trucs compliqués à expliquer parce que on reste partisan du tu mets pas de commentaire dans ton application sans se dire que c'est mal écrit. Par contre, un schéma pour J'adore. Par contre, un schéma qui mets jamais explique de globalement les concepts un peu touchy, Ouais. je suis pas contre. Mais tu t'imagines, si maintenant toute ton application devait être résumée par un dessin, t'imagines 3 mois de développement, la taille du truc qu'il faudrait. Après, je peux entendre, il va pas se taper tous les tests, mais il va pas se taper tous les dessins et se dire oh j'ai vachement compris. Et de toute façon, un développeur qui rentre dans une app n'a pas besoin de lire tous les tests parce que on va te donner une feature, ta feature elle est ciblée. T'as pas besoin, si ton code est bien découpé, la première chose que tu dois faire c'est savoir où tu vas t'intégrer, où tu as tes interactions. Tu vas te retrouver avec 3-4 fichiers. Ouais, tu lis les tests de ces fichiers-là pour comprendre comment fonctionne Moi, je l'appli. suis pas d'accord parce que quand on a un développeur qui démarre sur une nouvelle appli, ce qu'on lui fait, c'est qu'on lui fait regarder toute l'application. Après, il a un contrôle.
on lui pose 20 questions, et s'il a faux, il peut pas commencer à développer. Hein. Alors, Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plein de dessins et de docs, des choses comme ça. Tu as réalisé maintenant, tu te dégages. bah non, c'est. On met ça en place. Allez, on met ça en place. Demain. Ils ont pas de second degré, les deux. Bah tu vois, voilà, hein, Golvar, tu dis le développeur va pas lire sur des points spécifiques. Ben, va pas lire la doc, mais tu parles de points spécifiques. J'ai envie de dire, essaye une fois si tu arrives dans du code où tu as des tests et que le code est bien écrit, de lire juste une fois le code et les tests et de voir à quelle vitesse tu vas pouvoir rentrer dans cette feature et la modifier, plutôt que de ne pas lire les tests et d'avoir juste un schéma qui dit ce que ça fait. Le schéma dit ce que ça fait. Les tests disent aussi comment ça le fait. Et de façon sans doute plus précise, parce que tu vas tester chaque petit cas, chaque Et petit à truc. jour. Et encore une fois, Voilà. toi, tu as besoin de développer une fonctionnalité à un moment. Et si l'architecture est bien écrite, je veux dire, c'est ce qu'on a chez nous. On a tout codifié, c'est-à-dire que quand ça vient manipuler un objet, tu as un service. Quand tu viens manipuler un objet dans ta base, ça va être un repository. Quand c'est de la logique dessus, c'est un logic service. Tu sais où tout est rangé parce que c'est la même archi partout. Et ça t'empêche, ça t'évite d'avoir des schémas, je vais pas dire à la con, mais des trucs inutiles, parce que tu sais que dès que tu vas chercher la classe qui manipule ça, c'est codifié avec une convention de nommage, et tu sais qu'est-ce qui est où. Et ça te vaut un paquet de docs. Et je pense que quand tu continues comme ça, les features les plus entre guillemets simples, tu vas voir le bouton qui fait une action, tu regardes quel point d'API il appelle, tu checkes le point d'API, et puis là tu sais lire en fait. Après, là, Tu sais que t'as le droit de venir dans le champ, parce que tu interviens. Les gens pensent que c'est une intervention divine à chaque fois. Exactement, mais on va laisser ça comme ça. Ouais, je pense que. Non, c'est une intervention de Marvin, pas une Ah, ouais, intervention divine. Excellent ça. C'est bon, hein. Ça, très très bon. Après, quand t'as des gigas quand t'as des gigatransports de branches, je comprends que tu commences à faire des schémas, mais avant ça, ouais, c'est ça. 3 heures de documents sur la doc. Pas de doc, pas de commentaires, ça sert à rien. Et au pire, tu génères ton email à partir du code. Déjà, tu peux faire ça aussi. Faire du code first et puis tu viens ton email derrière. Si vraiment tu veux un Oui, mais email, oui, ça tu peux. Et si Et t'as plein d'outils de génération du ML si t'en as absolument besoin. De toute façon, aujourd'hui, les commentaires, même ça par exemple, à part avoir marqué Doudou refactor this JBT et qu'au final, JBT ne le refactor jamais, ce commentaire, ça fait un moment qu'il est là. Donc, les commentaires ont littéralement une utilité. Oui, les commentaires de classe, genre written by. Et là, et ça, c'est une personne. Ça fait mal, hein. attention, clic droit. version là. Ouais, j'avais dû faire ça dans ce projet. Ah, tu comprends, c'est mieux. 100% de conversion. Là, on rentre dans les Ouais, non, histoires c'est- privées et internes. Je propose qu'on arrête là, du coup, s'il n'y a plus de questions. Ah bah, Hugo doit aller se coucher. Ouais. On va déjà s'arrêter, on va aller faire dodo. hein. C'est donc. C'est un point de vue. Pas faux. Eh bien. Je sais pas, mais il y a plus de questions. Non, mais s'il n'y a plus de questions, c'était un plaisir de faire ce format-là. N'hésitez pas à nous faire des retours si ça vous a plu, s'il faut qu'on en fasse d'autres, si vous avez d'autres idées de sujets. Parce que je pense que ça peut durer longtemps. Je pense qu'il y a plein de sujets intéressants comme ça. Périphériques, directement au développement qu'on pourrait aborder. Je pense que la méthode agile, c'est un sujet. La méthode agile, j'aimerais en faire un avec quelqu'un qui est un peu pro React. Ça sera peut-être pas la même ambiance, mais ça peut être On intéressant. réacte sur la méthode agile. Non, en dehors de la méthode agile, en faire un avec quelqu'un qui est pro React et qui défend en fait un peu le. Enfin, qui Faire défend. Angular versus React. Ce que je voudrais dans l'idéal, par exemple, sur ce cas-là, c'est avoir vraiment une explication intelligente de qu'est-ce qui est mieux adapté. Parce que je pense pas qu'il y en a un qui soit mieux que l'autre, de toute façon, mais c'est quand est-ce que. Je t'ai dit, j'ai changé. Hein. Java C Sharp, mon avis reste le même. Il n'y a pas de sujet. Mais Angular React, c'est pas la même cible, et pour moi, c'est pas la même typologie de projet. Et c'est pour ça que ce serait intéressant éventuellement de. Si c'est la personne à qui je pense pour Vue.js, je préférais que quelqu'un d'autre que moi soit en face. Je pense qu'on va pas être d'accord. D'ailleurs, c'est la même personne à qui toi tu penses. On en parlera une fois que la caméra sera coupée. Je pense à faire ça. Si. Tu verras. Non. Oui, c'est lui. Ok. Je pense qu'on va pas tarder à couper. Est-ce que la régie est en phase avec le monde? Et la régie est en phase. Est-ce qu'on peut quand même faire un petit point publicité pour le YouTube? Alors, j'ai pas les liens, malheureusement. On va bien. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut faire partager la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous ces replays? Alors par contre, si celui-là va le voir sur YouTube, je serais quand même très surpris. Ouais. Ouais, je pense que ça a plus d'intérêt en live avec les questions. Ah, ça a plus d'intérêt en live, mais en on décalé. peut le mettre, ça coûte On peut quand même. Oui, on le mettra, mais ça m'étonnerait que ça passionne les foules. On verra bien. Bah, attends, Après, il y a le nom. On verra bien. J'avais dit ça.
Merci aussi. Plus sur YouTube, on n'a pas été strike là? Mais si, marque CapCode Espace TV. Ah, j'ai pas mis. Et si jamais ça vous intéresse, pardon, avant que j'oublie, parce que ça c'est sûr que j'allais zapper, CapCode recrute en ce moment. Donc si jamais vous cherchez le job de vos rêves, après qu'importe qu'importe le sujet, en fait, vous pouvez envoyer votre CV à recrutement@capcode.eu avec ce que vous avez envie de faire et on trouvera sans doute une mission pour vous. Ils font des tests manuels pour commencer. Dans le questionnaire à la fin. On a des vrais métiers chez CapCode, hein, faut pas l'écouter, le monsieur. C'est pas parce que t'as commencé comme ça. Mais ça fait 3 ans qu'il fait ça. Toujours en période de probation. Oui, il est encore en période d'essai. J'ai commencé sur le cinéma. Il devant l'inspection du travail par contrat. Ah, je crois que t'es pas là. Voilà. C'est un nouveau poste ou un remplacement? Je demande juste au cas où. Ah. C'est le remplacement d'un collègue qui était expert SharePoint et qui nous a déçus. Il a pris la novice, ouais, il va bien dormir. En même temps, quand tu poses ce genre de questions, tu t'attends à quoi? C'est bien, bon. Je pense qu'on peut. T'as prévu une scène de fin? T'as prévu un truc propre? Là, j'ai fait un truc. Zik là, je sais Ça va pas. être insane. Ok. C'est insane, wow. Ok, insane, ça va être incroyable. Donc, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout, d'être restés aussi tard. N'hésitez pas à aller vous coucher quand même, parce que vous travaillez tous demain. Non. Moi non plus. Et moi, au Apéro. Apéro. Et ben, apéro. Apéro. Bonne soirée à tous. Allez, merci salut. beaucoup, à la prochaine.